Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état de santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 40 000 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Voyez mes clients individuellement pendant les coachings, dire je me sens seule, je galère sur ça, j'ai l'impression d'être nulle parce que je suis la seule personne, parce qu'on frôle la liquidation judiciaire, parce que... Et tu sais, je pouvais pas leur dire non, t'inquiète, telle personne, elle vit pareil. Je ne cracherai jamais sans salariat. Je suis comme toi, je suis fier de mon parcours. Le salariat, c'est pour moi la meilleure façon, la plus rapide, la plus facile, d'apprendre, de tester plein de domaines, de faire des erreurs aussi, sans qu'il y ait énormément de répercussions. Et de voir en fait de quoi je suis capable, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Il y a énormément et encore plus d'entrepreneuriat de personnes qui ont lu tous les livres de dev perso. Mais tu vois, qui n'arrivent pas encore à ralentir, à me détacher de ça. Et on intellectualise beaucoup les choses en fait. En fait, c'est à cause de toi. À cause de moi. Je t'ai désingué le cerveau. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai une super invitée. Je suis un peu ému parce que cette semaine j'ai eu beaucoup de victoires et elle est un peu derrière ça et elle le sait pas. Ah bon? Donc, c'est pour ça que je voulais l'inviter et lui dire qu'elle m'a beaucoup inspiré et que si j'en suis là en ce moment, c'est un peu grâce à elle. Elle le sait pas donc voilà, je l'ai invitée pour lui dire tout ça. Oh waouh. Et voilà, donc super. Manon, ouais, bienvenue à toi. Tu peux te présenter rapidement. Du coup, entrer en matière un peu intense et émotive. Merci de m'inviter, je suis ravie d'être ici. T'es une personne qui soutient beaucoup ce que je fais, beaucoup mes contenus et toujours avec de la bienveillance. Donc, curieuse d'en savoir plus sur ce que tu viens de nous partager, en tout cas. Et félicitations de t'être lancée à ton compte. Ouais, ça y est, je me lance dans le grand bain. Hein. Je me mets à mon compte, donc je commence un voyage où je sais pas ce que je fais, mais j'y vais quand même, tu vois. Et c'est un peu aussi grâce à toi, mais on va dérouler dans l'épisode. Ok, ça marche. Bah déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois? Je vois que tu voyages, c'est bien que t'aimes bien le matcha. Et c'est cool, on peut commencer par ça, tu vois. C'est vrai que maintenant, le matcha, je suis plus mystérieuse sur ce sujet. J'adore le matcha, c'est vrai. Je suis coach en gestion émotionnelle. Donc, en gros, j'aide les dirigeants et les entrepreneurs à mieux réguler leurs émotions dans l'entrepreneuriat avec le fameux ascenseur émotionnel qu'on connaît de... Un jour, tout va bien. On a l'impression que... On va conquérir le monde, on se sent pousser des ailes et on a trop confiance en nous. Et l'après-midi ou le lendemain, on a des clients de perdus ou on a un mauvais retour client ou alors on a un truc sur les réseaux qui nous fait stresser ou de l'anxiété d'anticipation. Et donc du coup, j'aide un petit peu, tu vois, dans les hauts et les bas à dire « Ok, comment vous faites pour garder une ligne émotionnelle assez stable, célébrer quand même les victoires, prendre au sérieux les moments plus compliqués,
mais sans que ça vienne impacter votre bien-être, votre partenaire, votre famille, vos salariés. Donc, je fais ça. Et aussi, je crée beaucoup de contenu. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle l'ascenseur émotionnel pour explorer les émotions quand on entreprend. J'ai aussi une newsletter et je crée, comme toi, sur LinkedIn, Instagram. Et voilà, donc beaucoup de créativité aussi dans mon quotidien. Ouais, cette créativité, tu vois, elle m'a beaucoup aidé en fait. Parce que moi quand j'ai démarré là-dedans, je connaissais rien, tu vois. Moi, quand je vois LinkedIn et les podcasts, je dis, voilà, waouh. Ouais. En tant qu'introverti, tu vois, c'est trop chaud, tu vois. Enfin, il y a trop, il y a trop d'étapes à passer avant, tu vois. Et moi, je suis toujours du genre, quand c'est chaud, qu'est-ce qu'on fait je demande ou je regarde les gens qui marchent, tu vois. Et moi, je t'ai vu, tu vois, et j'ai vu tout ce que t'as mis en place. Et ça m'a vachement inspiré, en fait, tu vois. Oh, merci. Et le podcast, je suis adepte de ton podcast, hein. Ton podcast, j'ai suivi depuis le début. Comme je t'ai dit, je cherchais des personnes qui m'inspiraient autant dans l'entrepreneuriat que dans la création de contenu. Toi, t'as démarré super fort, hein. Enfin, je sais pas si tu te rappelles des premiers invités. Moi, je me rappelle, hein. T'as commencé avec Ulysse Lubin. Ouais. T'as enchaîné après, peut-être avec Elliot Meunier, Ouais. Thibault C'est Lui, vrai. Maud Alaves. Ouais. Et il y a un épisode que j'avais adoré, c'était Caroline Mignot. Et en plus, vous avez fait péter la bouteille de vin et tout. J'ai dit, ils sont fous, ils sont folles. Tu te souviens quand tu m'as dit toi le montage, comment tu fais? Moi je suis pas du tout perfectionniste, je garde les moments spontanés. Et tu m'avais écrit parce que tu avais écouté le podcast avec Sophie et t'as dit ah ouais on entend le four sonner quoi. Ouais, franchement, fou rire total. Et en plus, Sophie c'est ma pote, je suis sûr que comme je la connais, tu vois, elle a dû péter de rire aussi, tu vois. Et moi, tu vois, je suis en mode il faut faire attention, tu sais, j'en mets toujours le montant et tout. Je me dis putain, mais regardez la rockstar, qu'est-ce qu'ils font? Et en plus, ça avait une ambiance bien, tu vois. Mais bon, ouais, on a plein de trucs à se raconter sur ça, mais voilà. Mais pourquoi t'as fait tout ça en fait? Enfin, moi j'ai vu un peu ton parcours. T'étais un peu cadre et salarié, tu vois, et j'ai vu des postes un peu high level, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, merci pour ton retour. Ça me touche, ça fait plaisir. Et tu crées aussi du contenu. Donc, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait quand on crée, de savoir quel impact on a vraiment, qu'il y a derrière les écoutes. Tu vois, le fait que tu aies suivi le podcast depuis le début, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours forcément compte. Et les retours comme ça fait du bien aussi, je trouve, pour les moments où on doute. Donc, je le garderai en tête, en tout cas. Merci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que ma chance et ma malchance, c'est que j'ai été super mal dans ma peau quand j'étais au lycée. Donc, cette période a été très douloureuse pour moi parce que je me sentais... Je pense que le lycée et en général l'adolescence est une période difficile pour tout le monde. C'est juste que vraiment, je voyais tout le monde savoir ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient des plans de vie sur 5 ans, 10 ans. Je veux être médecin ou avocat et après faire ça. Et moi, je me disais, mais j'ai 16, 17 ans. Je sais pas comment je serai à 30, 40, 50. Et je crois que j'ai pas trop envie de savoir, en fait. Sinon, ça va être super triste. Et du coup, ce moment-là m'a obligée à prendre soin de ma santé mentale, à me poser les bonnes questions, à travailler sur ma confiance en moi et à faire des choix où je me suis dit, OK, quelle vie est-ce que j'ai envie de mener? Est-ce que j'ai envie d'aller dans un parcours tracé qui peut correspondre à certaines personnes, ou j'ai envie de vivre des aventures et vivre intensément. Donc j'ai choisi l'autre option d'explorer en fait et d'apprendre à avoir plein de... En fait, j'ai choisi, je pense, d'oser et de m'amuser. Et donc, j'ai fait une école à Lille pendant 3 ans que j'avais choisie parce qu'elle était très axée sur la personnalité. Donc, on avait des cours de théâtre, des cours de négociation, des cours de psychologie, en plus de trucs de marketing, com et tout. Et donc, j'avais adoré parce que ça donnait plein d'ouverture sur plein de sujets pour lesquels j'avais beaucoup de curiosité. Après, je suis partie aux îles Canaries faire un stage. Et de là, j'ai arrêté mes études et je suis pas revenue en France parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Et en fait, c'est cette audace-là au départ, je pense, qui a fait que après j'ai eu accès à des postes vraiment très très cool
parce que du coup, j'avais pu parler 3 langues, montrer que j'avais pas peur, tu vois, à 20 ans, de partir toute seule à l'étranger, de tout abandonner. Et ça m'a ouvert au final beaucoup d'opportunités très positives. Moi, j'adore ce que tu dis là, parce que ça me rappelle mon moi il y a quelques années, et je pense qu'on a un peu le même parcours. Je pense que j'étais comme toi, les études et l'adolescence, c'était pas fou, tu vois. J'étais quand même heureux, tu vois, mais comme je savais pas quoi faire, et que mon père, il voulait vraiment que je sois champion de tennis, tu vois. Ok. Donc, tu vois, les week-ends, quand les potes jouaient au foot et tout, moi, j'étais à fond à m'entraîner, Tennis. à faire les tournois, tu vois. Donc, c'est un peu difficile. Et pareil, les études, faut avoir des super notes, il faut bien bosser, et il faut faire les écoles d'ingénieur et tout. Et j'ai suivi la route, en fait. Mais j'étais comme toi, je me questionnais, tu vois. C'est pas facile, hein. Non, et puis je pense qu'à cet âge-là, t'as les adultes et t'as la sensation que tu vas gâcher ta vie aussi si tu prends pas la bonne direction. Et ça fait peur. Et on nous fait un petit peu croire au lycée que le choix des études ou le choix du parcours va déterminer toute notre vie, alors que pas du tout. On peut toujours rebondir, toujours changer, toujours se questionner. C'est Mais ça, on le sait pas. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on te questionne, qu'est-ce que tu vas faire, court et long terme, et waouh, la pression, tu vois. Et après, tu sors des choses pour faire plaisir, en fait. Complètement. Et puis, je sais pas si ça a évolué. Je connais pas de personnes qui sont actuellement au lycée. Mais à l'époque, en plus, c'était un peu si t'aimes pas trop l'école ou que t'es pas. Que moi, j'avais pas trop des bonnes notes parce que je séchais énormément les cours. Ah oui? Ouais. J'ai vraiment presque raté tous les cours de ma terminale avant le bac. Et heureusement que c'était pas le contrôle continu, sinon j'aurais pas eu mon bac. Mais je me souviens que c'était très tu vas être bonne à rien plus tard, tu vois. Et aussi qu'à des réunions de conseil d'orientation et tout, c'était très ouais, non, en fait, peut-être faut que tu fasses un métier manuel, en plus en dénigrant tous les métiers manuels qui peuvent être des très beaux métiers et des métiers par passion. Et du coup, c'est assez compliqué de te retrouver face à un monde avec des adultes qui te disent ça. Et tu vois, moi, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont toujours privilégié mon épanouissement et mon bonheur avant d'avoir des bonnes notes à l'école et de devenir avocate ou médecin. Et donc, ils m'ont soutenue aussi dans le fait d'avoir peut-être la liberté de choisir, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Tu vois, tu parles de la relation avec ton père, les bonnes notes et tout, et j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont choisi des directions comme ça par non-choix au final. Ouais, et je suis comme toi, en fait. Ce qui m'a fait un peu passer les étapes et un peu m'affirmer, c'est les voyages, en fait. C'est les voyages, parce que quand tu arrives dans un pays, tu parles pas la langue, ou tu parles anglais. Tout à l'heure, tu as vu mon anglais tout à l'heure, il est éclaté. Hein. Alors qu'à la maison, avec ma femme, on parle anglais. Mais ouais, quand tu arrives dans un pays, là, je me suis dit, ok. C'était quoi les pays qui t'ont commencé à te faire aimer les voyages, ou tu avais toujours envie de voyager, en fait? Moi, j'ai toujours aimé voyager. Ouais. Je me souviens que mon premier voyage où je me suis dit, waouh, j'ai envie de vivre une vie où je vais découvrir des endroits, c'était, je crois, quand j'avais 14 ans. Je crois que j'avais 14 ans. Et mes parents nous ont emmenés à Valence, en Espagne. Et j'ai découvert une ville remplie de douceur. Tu vois, il y avait l'odeur des orangers, le soleil sur ma peau, l'ambiance espagnole. Et je me suis dit, waouh, moi je suis bloquée à Arras, dans le nord de la France. Il fait pas beau, j'aime pas l'école. Je veux pas vivre cette vie toute ma vie. Et du coup, grâce à eux, j'ai eu une ouverture sur ce que pouvait être le monde et ce que pouvait être la vie. Alors que tu vois, c'était pas loin, c'était à Valence, mais c'était déjà incroyable. Et du coup, ouais, je me suis dit, je veux du soleil, je veux kiffer ma vie. Et c'est là aussi que je me suis dit, en fait, la vie, pour moi, ça doit être un jeu. C'est un grand terrain où je dois explorer des choses et y aller à fond et pas être sérieuse peut-être sans prendre trop les choses au sérieux. Et du coup, j'ai continué de faire quelques voyages avec ma famille quand j'étais ado. J'ai eu beaucoup de chance. Et après, je suis partie aux îles Canaries, où là, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je me sentais vraiment très bien. Et en tant que femme aussi, quand t'es en début de vingtaine, vivre en Espagne, c'est très, très cool. Je me sentais
Enfin voilà, je pouvais m'habiller comme je voulais, sortir avec mes copines, tout allait bien. Donc les îles Canaries, grosse première étape de voyage. Cool, franchement, ça me donne envie de voyager direct. Je recommande. Ouais, je note. Hein. Ok, t'as fait ça. Putain, ouais, t'as de la chance de voyager aussitôt. Hein. Moi, je crois que j'ai dû attendre. Tu voyageais solo. Après, t'as voyagé solo ou J'ai voyagé solo. Les îles Canaries, j'y suis allée toute seule. Ah, t'es allé tout seul. En fait, c'est ça qui m'a fait progresser. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois. Moi, j'ai dû attendre 22 ans pour faire mon premier voyage solo. Bah, c'est déjà bien. Et, ouais, mais j'étais comme toi. J'avais l'idée de voyager. Avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je joue d'ailleurs toujours aux jeux vidéo. Et moi, ce que j'aimais dans les jeux, c'était de voyager, voir des nouvelles choses, être perdu, être dans la merde, tu vois. Et après, t'adapter et aller voir les gens, tu vois. Et à 22 ans, je suis parti au Japon tout seul. En fait, je devais rejoindre des potes qui sont venus me chercher à l'aéroport, en fait. Ah, ouais, c'était dans le dur. Oui, on s'est pas compris sur les dates. Donc, direct, j'arrive. Ils sont où, tu vois? Je les attends, il y a personne, tu vois. Il n'y avait pas encore Internet, donc j'appelle leur hôtel et compagnie. Le gars à l'hôtel, il comprend rien à mon anglais. Je pense que son anglais est tout pourri aussi. Du coup, il me dit non, je sais pas qui vous cherchez à voir. Il y a personne chez moi et tout. Je suis foutu, tu vois. Ah, puis le Japon, c'est un contraste tellement grand. Premier voyage, tu te retrouves solo là-bas. Mais oui, j'étais perdu, tu vois. Après, je me suis dit ok, on va passer à la téléchargement, on va essayer de construire. J'ai encore appelé le gars, je lui ai dit forcément, il y a des Français. Je dis French. Il dit, ah, yeah, French guy. Et là, il a compris. Et voilà, tu vois. Et ouais, c'est là où je me suis dit, c'est bon. Là, tu connais pas la langue, t'es foutu, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester comme ça, tu vas rien faire. Et c'est bon, t'y vas, en fait. En fait, ça t'a révélé Je trouve que ça révèle aussi la force de caractère que tu peux avoir et ce truc en fait, de voir qu'il se passe pas tant de choses négatives que ça et que étape après étape, tu peux t'en sortir pour retrouver tes amis ou aller quelque part. Mais surtout à écouter, en fait. Ouais. Tu vois, t'apprends à écouter et t'apprends aussi à t'exprimer de façon claire, hein, sans parler fort ou sans montrer, sans mettre un masque, en fait. Enfin, il y en a qui le font. Moi, je le mets pas. Quand je suis en voyage, ouais, j'ai vu deux types de voyageurs, tu vois. C'est ceux qui partent en voyage, donc personne ne connaît, ils arrivent, ils se refont une vie, et c'est ok, tu vois. Il n'y a pas de souci avec ça, et il y en a d'autres, comme moi, ils arrivent. Bah, c'est bon, enfin, personne ne me connaît, et moi je connais personne, j'y vais et je me dévoile. T'es resté combien de temps? J'étais resté un mois, donc... Des beaux premiers voyages solo, hein, le Japon. Ouais, Japon, après, je suis allé 8 fois au Japon en 20 ans. Après, c'était ma passion. C'est incroyable, ouais, le Japon. T'es déjà allé, hein? Une fois, ouais. Ah ouais? Je savais pas ça, ouais. J'ai passé un mois au Japon. Ouais. Et j'avais adoré. Mais c'est un voyage qui peut être déstabilisant parce que les codes sont pas pareils, la façon que la ville a de fonctionner n'est pas pareille. Les gens ont beaucoup de pudeur aussi dans leur façon de communiquer. Ouais. Donc, faut s'adapter. En plus, moi, j'allais au Japon en vivant à ce moment-là, je vivais à Séville, en Andalousie, où c'est parler fort, les gens sont tactiles, tout le monde te prend... Enfin, t'es perdu, je sais pas, les touristes, ils sont perdus là-bas, ils te prennent par la main et ils te déposent à l'endroit et voilà. Et Japon, c'était beaucoup plus pudeur, respect, voix basse et tout. Et c'était un voyage incroyable et beaucoup de contrastes avec la vie que j'avais, donc c'était vraiment chouette. Ouais, après, tu vois, ça m'a donné envie de voir d'autres pays. Ouais. Après, c'est les rencontres. J'ai commencé à rencontrer des gens un peu foufous dans leur tête. Donc après, je me suis retrouvé en Colombie alors que je voulais pas y aller, en Équateur, enfin, au Venezuela où j'étais vraiment dans la merde là-bas. J'avais raconté des histoires avec Alex Viseo quand il était venu au premier épisode. Là, vraiment, franchement, quand tu te retrouves dans des situations où c'est fou, tu vois, et t'as pas le choix. Enfin, c'est pas survivre, tu vois, tu vas pas non plus mourir. T'es coincé, t'es obligé d'avancer. Je sais pas si t'as eu des voyages où vraiment ça t'a changé parce que t'étais dans une situation où, là c'est un peu compliqué. Il faut que je trouve une solution, tu vois. Bah, je pense que mon dernier voyage en Afrique du Sud m'a remise un peu dans ça. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays où c'est toi qui t'adaptes, vraiment. C'est toi qui t'adaptes à le niveau, enfin, j'allais dire niveau de sécurité, plus le niveau d'insécurité, du coup. Et d'avoir des petits réflexes que t'as pas d'habitude. Donc, peut-être vivre à Cape Town, ça rend humble, ce genre de voyage, de dire
Mais t'es resté longtemps en plus. Je suis restée longtemps, ouais. Je suis restée 7 mois, je crois, en tout. Parce que j'étais rentrée pour les fêtes de Noël. Et je suis repartie, mais je suis tombée amoureuse de Cape Town. C'est quoi les trucs qui sont marqués qui t'ont fait... En plus, t'avais prévu de rester 7 mois ou c'était pas prévu en fait? Non, non, c'était vraiment pas... Je savais pas. Alors déjà, j'avais toujours voulu y aller. C'était vraiment un truc... Quand j'étais petite, je sais pas, je regardais plein de trucs sur l'Afrique du Sud. Et je me souviendrai toujours que je commençais à regarder pour aller en Afrique du Sud, tout ça, mais tout le monde me démotivait. Tout le monde me disait c'est super dangereux. En plus, t'es une femme toute seule et tout. Enfin, et tu vois, il y a des pays où c'est dangereux de voyager seule et il y a des pays où, bon, bah, Cape Town, c'est vrai que c'est pas réputé pour la grande sécurité, tu vois. Et du coup, en fait, un jour, j'achète un billet d'avion sans le dire à personne. Je dis, OK, je vais le dire à personne parce qu'à chaque fois que j'en parle, on essaye de me démotiver. Donc, c'était il y a 2 ans et demi, je crois. Et un soir, je dis, bon, allez, c'est décidé, je vais à Cape Town, j'achète mon billet d'avion, tout ça. Et après, du coup, je l'ai annoncé aux gens, à ma famille et tout. Et ce que j'ai aimé, c'est déjà la richesse des paysages. C'est une ville incroyable. Je me réveillais tous les matins en étant tellement reconnaissante de vivre à Cape Town. Tu vois, j'avais les montagnes à gauche, la mer à droite et de la forêt et des parcs en plein Cape Town dans un centre-ville. C'est incroyable. T'as tout, quoi. Tu vois, je pouvais... t'as les bons restos, tu peux sortir un petit peu si tu veux sortir, mais en même temps, tu peux faire du volley. J'allais faire du volley avec mes amis le jeudi à 3 minutes de où je travaillais. Enfin, du coup, je dirais que c'était déjà la richesse des paysages et de l'environnement. La gentillesse des gens aussi. Ouais, je sais pas, il y a une ambiance, tu vois, qui fait que... Bah, pour que tu restes aussi longtemps, moi, je suis curieux, tu vois. Là, je note. Ouais. Quand tu dis tes amis, c'est parce que t'as rencontré un cercle là-bas, ouais. où les gens, ils ont vu que tes potes, ils ont vu que t'as kiffé, ils se t'ont rejoint. Alors, je suis partie au début avec Elliot Meunier, qui est l'un de mes amis. J'aime bien quand je voyage, tu vois, je suis plus en mode Erasmus à vouloir rencontrer plein de personnes. J'aime bien quand il y a des rencontres spontanées, mais en fait, j'ai dit à Elliot, ouais, je pars en Afrique du Sud. Et il m'a dit, ouais, bah moi aussi. On s'est dit, waouh, on s'est synchronisés sans le savoir. Et du coup... lui aussi, il avait ce délire-là. En fait, on en parlait, mais je sais plus trop comment ça s'est fait, mais on s'est un petit peu rendu compte qu'on y allait comme ça. Ok, c'est marrant. Ouais. Et du coup, il y avait Elliot sur place et on a fait une coloc tous les deux pendant 1 mois, le premier mois un petit peu pour prendre nos repères, se rassurer sur Cape Town et tout. Et après, on avait chacun notre appart. Et sur place, du coup, il y avait des gens que je connaissais. Et aussi, je me suis fait des amies entrepreneuses françaises, Soline et Orlan. Et du coup, on pouvait se rejoindre, faire nos activités. Donc, c'était cool. Franchement, génial. je note, tu vois. Et ouais, la bonne heure que tu le racontes, ça me donne envie. C'est un voyage que je recommande vraiment. Ouais. Tu penses que tu vas y retourner ou tu te dis là c'était génial Non, j'aimerais bien y retourner au mois de janvier. Ah ouais, carrément. Ah mais c'est pour ça j'aime bien te suivre pour ça en fait. À chaque fois je me dis elle va partir où maintenant? Surprise. Parce que c'est génial en fait, tu vois. Je me suis dit c'est super cool en fait de bosser et de dire bon, ok là je change, je voyage pas comme une touriste en fait entre guillemets, tu vois. Je reste au même endroit et je profite et c'est ok. Ouais, t'as le temps d'avoir des routines, de connaître, tu vois, j'aime bien rentrer, je sais pas, dans un petit café et savoir qui travaille dans le petit café et reconnaître les gens et avoir tes habitudes. Donc ça, pour moi, c'est important. Et puis, je bosse, tu vois. Et c'est ça, je suis pas digital nomade parce que je change pas de pays tous les mois ou tous les 3 mois dans des Airbnb. J'aime bien me poser quelque part. Je voyage aussi énormément avec mes amis. C'est très important pour moi d'avoir les gens que j'aime avec moi. Et ouais, et des fois, tu vois, je rentre de pays, on me dit, ouais, est-ce que tu as visité ça? Est-ce que tu as visité ça? Et non, j'ai pas fait ça. Franchement, génial. Moi, il y a un voyage qui m'avait marqué, c'était Taïwan. Je suis juste allé là-bas parce que ça coûtait pas cher. Ok. Et parce que j'étais en tour du monde et j'étais revenu en France. Et là, j'étais revenu à Noël pour ma mère.
Et après, il fallait repartir. Et comme j'avais pas de plan et tout, je regardais, c'est quoi la destination d'Asie la moins chère à l'avion? J'ai vu Taïwan. Je connaissais rien du tout, tu vois. Et quand je suis allé, c'est coup de cœur, quoi. C'est vrai. Coup de cœur. Les gens là-bas, là, c'est... J'ai jamais vu ça, en fait. Je pense que c'est un village gaulois, en fait. Ouais. C'est un village gaulois, tu vois. Il y a une dame qui m'a hébergé. Elle est prof d'histoire dans un collège. Je l'ai repérée sur Couchsurfing. Tu sais, j'utilise Couchsurfing. Tu connais Couchsurfing? Ouais, je connais. Tu Ouais. dors chez l'habitant sur le sofa et voilà, tu vois. Et j'avais repris le profil et je trouvais ça cool. Et je me suis dit, ok, je vais à la Taipei. Elle va m'héberger 3 jours. Après, je verrai ce que je fais. On a matché direct. Elle était intéressée par la France, en fait. Et elle avait 2 enfants et elle dit, en fait, moi, je fais du Couchsurfing et j'héberge les voyageurs parce que je veux que mes enfants ils voient un peu le monde, tu vois. Ok. Et comme à Taïwan, le pouvoir d'achat, il est super bas et ils voyagent pas forcément. Beaucoup sont ouverts, en fait, sont vachement ouverts. Bon, déjà, il y a aussi la pression avec la Chine, donc ils sont en mode on aime bien voir ce qui se passe ailleurs. Et ouais, génial. Et c'était fou, tu vois. Elle m'avait même demandé d'intervenir dans son école Trop bien. pour que je parle de la France et pourquoi je voyage, tu vois. Et c'est un truc de fou, hein. Et finalement, toi, je suis resté 1 semaine. Chez elle, ouais. Ouais. Après, elle me dit, faudrait qu'on se parle, Christophe et tout. Je me suis dit, bon, ok, là, j'ai abusé, je suis resté trop longtemps, tu vois. Il n'y a pas de souci. Je commence à faire mon sac et tout. Et elle débarque, tu vois, et elle me dit, bon, je pense que ça peut plus durer et tout. Je pense que on est un peu à l'étroit, tu vois. Parce qu'en Asie, tu connais, c'est un peu étroit, les apparts et tout. J'amène les enfants chez la grand-mère et j'y vais aussi et je te laisse l'appart pendant un mois si tu veux rester un mois. Je dis, c'est quoi ce bordel? Oh, waouh. Non, j'ai fait, c'est pas possible, tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, j'ai dit, non, je suis là pour échanger. Et moi, j'aime bien m'occuper de tes enfants. Parce que toi, quand t'es mère célibataire, c'est un peu dur, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est un peu dur, mais c'est notre regard, tu vois. Moi, je suis content de faire la lecture le soir, leur devoir, et comme ça, toi, tu peux souffler et c'est cool. Mais j'ai que des histoires comme ça, en fait. Et du coup, vous êtes resté. Moi, je suis resté 2 semaines au final. Je suis resté 2 semaines. Après, j'ai cherché. J'ai eu un travail dans la côte est. C'était Houlian. La plage était magnifique et tout. Et j'ai bossé 1 mois là-bas et j'ai fait que ça en fait. En fait, je suis resté 1 mois et demi en Taïwan. J'ai fait que 2 villes. Et c'est ok. Les gens ils m'ont dit t'as fait ceci, t'as fait cela. En fait, ouais, après, t'as le FOMO de tout ce qu'il faut faire et tu voyages pas, tu cours. Tu cours d'endroit à endroit. Et après, je pense qu'il y a des moments dans la vie où t'as envie de visiter des trucs et c'est ok. Et d'autres où t'as juste envie d'être avec les gens, te poser. Ouais, c'est ça. Et vivre comme les... Ouais, mais moi j'aime bien me poser et c'est ok, tu vois. Enfin, tu vois ce qui se passe, le brouhaha et tout. Et c'est cool, t'observes en fait et tu rencontres des gens. Hein. Mais ouais, Taïwan, ça a vachement touché parce que l'hospitalité et tout, c'est n'importe quoi. Je voyais plein, pour clore le sujet, tu vois, on pourrait faire 2 heures sur Taïwan. Petit changement de podcast. Mais ouais, en fait, ce pays-là, il m'a marqué parce que j'ai jamais vu autant de voyageuses solo. Parce que là-bas, c'est safe et en plus, ils voyagent tous en autostop en fait. Ouais. Et ça, je trouvais ça fou, tu vois, soit en autostop, soit en vélo. Et pour clore sur Taïwan, moi, je marchais dans la rue avec mon pote allemand qui bossait avec moi à l'auberge. Lui, il était à vélo. Bon, comme j'étais à pied, j'avais pas de vélo. Il était à côté de moi, tu vois, et il marchait. Il y a une fille dans la rue qui me regarde et tout. Je fais, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, je suis déjà engagé, donc faut pas, tu vois, enfin... Bon, elle engage quand même la conversation. Je fais, oula, c'est chaud et tout. Et elle me dit, en fait, tiens, je te file mon vélo. Je dis quoi? Il dit, là, ton pote, là, il a vélo, toi, tu marches, ça le fait chier. Enfin, la meuf, elle parlait super bien anglais, tu vois. Il dit, moi, je travaille ici, à 18h, tu me rends mon vélo et c'est OK. Wow, mais laisse tomber. En fait, ça montre que qu'on peut aussi vivre différemment, tu vois. Ouais. Enfin, ce truc qu'on a, et surtout quand on est dans des grandes villes en Europe ou même dans d'autres endroits du monde, on a pris un petit peu comme si que c'était normal, tu vois, de l'agressivité, le fait de se faire... Enfin, tu vois, ici, moi, à Paris, je suis tout le temps avec mon téléphone où je fais super gaffe pour pas qu'on me le prenne. Ou j'ai vu des vols de sacs à l'arrache plein de fois vers ici, en plus. Et tu te dis, oh ouais, non, en fait, on peut souffler, quoi. Non, c'est pour ça que voilà, c'est bien d'être ouvert et voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que pour moi, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est la folie, mais en fait, c'est comme ça que ça devrait être, en fait.
Mais bon, revenons à nos moutons. Bienvenue sur ce podcast de voyage. Moi, je t'avais dit, de toute façon, moi, je voyais l'ambiance comme une amie que j'ai pas vue depuis longtemps et c'est cool. Et non, avant que tu commences dans l'entrepreneuriat, j'ai compris que tu voyageais et tu trouvais justement un taf où ça te permettait de voyager et tout. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé coach dans l'entrepreneuriat dans des sujets, tu vois, En fait, je pense que j'ai toujours su que j'allais travailler dans le bien-être et que je voulais travailler à mon compte. Sauf que déjà, personne autour de moi ne travaillait à son compte. Donc pour moi, c'était trop abstrait et c'était un petit peu pour les autres. Et je me suis dit, si je veux travailler dans le bien-être, d'abord, il faut que je sois solide moi. Il faut que je m'épanouisse, il faut que je fasse mon chemin. Et puis, quand ça sera le bon moment, tu vois, je le sentirai. Et je sais que dans l'entrepreneuriat, on dévalorise énormément le salariat. Sauf que je me suis dit, le salariat, c'est pour moi la meilleure façon, la plus rapide, la plus facile, d'apprendre, de tester plein de domaines, de faire des erreurs aussi, sans qu'il y ait énormément de répercussions, et de voir en fait de quoi je suis capable, ce que j'aime pas. Parce que tu vois, pour voir au début ce que t'aimes et ce que t'aimes pas quand tu te lances, si t'as pas une idée précise et que t'es pas déjà sûr, c'est plus compliqué. Tu vois, c'est pas pareil. Tu vas pas te dire je vais lancer depuis zéro un truc pendant 3 ans et voir si j'aime. C'est compliqué. Que dans le salariat, tu peux dire ok, quel domaine est-ce que j'ai envie de tester ? Quel type d'expérience, quel type de job, quel type de contraintes, quel type de liberté. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai eu un CV avec des changements de domaine, où je savais que j'allais finir par être inemployable au bout d'un moment parce que ça avait aucune cohérence. Mais le fil conducteur, c'était moi chercher à me connaître, à prendre confiance en moi, à avoir accès à des mentors aussi, parce que dans certaines boîtes, c'est la garantie d'avoir des gens plus âgés que toi, qui ont vécu certaines choses, qui peuvent te le transmettre. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai commencé avec un stage. C'était un stage J'étais à la réception. C'est mon tout premier stage à l'étranger quand j'étais en licence. Et après, donc, j'ai arrêté ma licence. Et de là, j'ai fait pour un groupe hôtelier tout ce qui était... comment ils appelaient ça ? Relations publiques et gestion de crise. C'était que gérer les problèmes de ce groupe hôtelier. Donc, en vrai, c'était hyper intense, mais très formateur. C'était tout le temps... je sais pas, il y a eu un incendie dans telle chambre, les clients, ils sont énervés, puis c'est dangereux, puis il y a des dégâts. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Ou cette personne veut... ce tour opérateur veut porter plainte parce que je sais pas quoi. Enfin, c'est... Un hôtel, c'est une grande maison qui vit. Et du coup, il y a plein de problèmes, plein de ragots, plein d'incidents, tu vois, entre les clients, mais aussi les gens qui vivent, parce qu'il y a le travail la journée, il y a le travail la nuit, il y a des bars, il y a de l'argent. Enfin, c'est énormément de subtilités auxquelles on ne pense pas. Et du coup, mon métier, c'était vraiment de gérer des trucs assez relous au final. Mes meilleures expériences pour apprendre à se détacher du stress, parce que vu que c'était ça toute la journée, j'étais en mode soit je prends tout à cœur et je finis... il y a l'un des directeurs qui travaillait, qui a perdu ses cheveux du jour au lendemain, qui est devenu chauve du jour au lendemain, parce qu'il a fait une réaction au stress, parce que ça faisait, 20 ans qu'il travaillait dans ce domaine, tu vois. Et je me suis dit, ok... Il y a des gens, soit ils en ressortent très abîmés, soit t'apprends à gérer ton stress, à te détacher de ok, il se passe ce problème-là, c'est un problème, mais c'est pas moi. Donc j'y mets de la distance, je fais le max que je peux, mais quand je rentre chez moi ce soir, je vais bien dormir. Et cette expérience, elle a été très formatrice parce que ça m'a appris ça. Et en plus, c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup d'anxiété par rapport au futur, de ce que je pouvais contrôler, ce que je pouvais pas contrôler, les questions que je me posais. Et ça m'a obligée à prendre du recul par rapport à ça. Donc c'était incroyable. Et après, je suis partie parce que c'est quand même c'est quand même au quotidien beaucoup de choses négatives. Et puis je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie. Et après, j'ai eu des domaines, j'ai travaillé dans la mode aussi, où c'était super bien. Donc moi, j'étais
pas trop dans ce qui était la mode, tout ça, mais plus dans la négociation. Et de là, en fait, je travaillais avec des marques italiennes, françaises, anglaises qui me disaient on veut s'établir en Espagne. Et donc, j'allais négocier, tu vois, pour l'équivalent des Galeries Lafayette, donc El Corte Inglés en Espagne, des espaces pour eux, les mettre en contact avec les prestats pour les travaux, vérifier l'ouverture des boutiques, embaucher et partir. Et donc ça, je me suis éclatée à faire ça pendant quelques années. Et après, j'ai été manageuse d'une équipe pour cette boîte-là. Et après, là, j'ai commencé à me dire, je veux être à mon compte. Et puis après, tout s'est enchaîné, quoi. Franchement, moi, j'adore ce que tu dis là, en fait. Non, en fait, t'as enchaîné les expériences. Et on va se dire les choses, tu vois. Les problèmes qu'il y a dans les boîtes et tout, les gens, ils ont du talent, les gens, ils savent très bien faire leur travail. Ce qui se passe, c'est que c'est les imprévus. Et après, il y a toute la charge mentale qu'il y a derrière, en fait, tu vois. Et les gens, ils oublient ça, en fait. Et toi, déjà, comme tu disais, dans un hôtel, c'est le bordel. Ouais. Mais c'est la même chose dans les boîtes. Oui. C'est le bordel, en fait. Toutes les grosses boîtes qui ont plein de CA et qui marchent bien et tout, on va se dire les choses, tu vois. À mon avis, la gestion des gens et d'humains, c'est le bordel. Et c'est bien d'avoir des gens comme toi, en fait. Que comme ils ont déjà vécu ça, Ouais, on a vu. Donc, quand tu vois d'autres personnes, t'as plus d'empathie et tu te dis, ok, ça sert à rien d'hausser la voix, ça sert à rien de s'énerver. Et moi, je veux pas revoir ça. Et mon but, tu vois, c'est aussi pas de réconforter, mais de trouver des solutions avec les gens pour que ça puisse avancer, tu vois. Et là, toutes les expériences que tu as eues, c'est un truc de fou. En vrai, ouais, mais je me rendais pas compte, tu vois. Mais parce que j'avais aussi ce truc de, ok, j'ai fait mon expérience, je donne ma dème, maintenant je fais quoi? Et je me posais la question après avoir donné ma dème, en mode, vas-y, c'est quoi le prochain challenge? C'est quoi la prochaine ville où je vais vivre? Mais je pense que c'est ce truc de un peu voir la vie comme un jeu qui a fait que ça a été possible. Et ouais, dans les boîtes, en fait, le problème, ce qui cause le plus de problèmes, c'est la gestion de l'humain et l'incompréhension, en fait, de ce dont les gens ont besoin, de comment communiquer entre soi, ouais. C'est pour ça que maintenant, tu as ton compte sur ces sujets-là, en fait. Mais dans des niveaux, j'imagine, avec plus des dirigeants ou des managers, ou même aussi des entrepreneurs qui sont... Je vais faire un peu l'enfoiré, tu vois. Tu sais, on est sur LinkedIn. Hein. Moi, maintenant, quand je vois des posts sur le salariat, tu vois, ça me fait sourire, en fait. Pas dans le sens où je me moque d'eux, tu vois. Dans le sens... ils parlent de plein de problèmes de communication et tout. Mais comme ils l'ont pas évoqué dans le salariat, tu sais, ils parlent de problèmes avec des entrepreneurs ou des clients qui payent pas et tout. Mais tu vois, ces choses-là, je les ai déjà vues, en fait, dans le salariat. Je sais que ça existe et je sais comment on peut trouver des solutions à arranger. Quand je les vois se plaindre et faire un peu du gossip et tout, tu vois, quand t'es passé dans le salariat, tu connais ça, en fait, les politiques et tout, tu vois. Et tu prends un peu plus de recul. Du coup, tu fais pas de post sur ça, tu vois. Et quand je vois des gens faire des posts sur ça, moi, ça... Et c'est quoi, par exemple, comme post? Tu sais, par exemple, des clients qui payent pas, donc je vais finir par dévoiler le nom, je sais pas. En fait, ils font des règlements de compte des fois aussi. Et des fois, à raison, je peux comprendre qu'ils sont en colère et tout. Le problème, c'est qu'avant, tu sais, ils ont fait des posts, j'ai quitté le salariat, machin bidule, j'avais pas ceci, cela. Ouais, mais en fait, tu retrouves la même chose. C'est des contraintes aussi. Ouais. Mais comme si tu l'as déjà vécu et tout, tu peux prendre un peu plus de recul et puis tu peux trouver un peu plus, de solutions pour négocier et de pas te servir de la place publique et de pas être traîné à bout avec les cochons, tu vois. Enfin, tu vois, c'est quand je vois tous les dramas et tout, moi ça... Et moi, j'avoue, je vois pas trop. Ouais. Non, parce que je trouve ça trop stressant. Ouais. C'est stressant, en fait. Et du coup, j'arrête de suivre tous les gens qui sont en mode, ok, t'as le droit, mais moi, je veux pas avoir. Tout ça pour dire que, tu vois, moi, je cracherai jamais sur le salariat. Déjà, je pense que je suis comme toi, je suis fier de mon parcours, et c'est OK. C'est pas parce que je suis passé à mon compte, il y aura d'autres problèmes et d'autres emmerdes, tu vois. Donc, il faut rester humble, et c'est OK. Mais moi, voilà, toutes les boîtes que j'ai fait, oui, il y a eu des problèmes. Oui, à un moment donné, je suis passé à autre chose, parce que je voulais voir d'autres choses, d'autres challenges comme toi. Et je suis pas de gratitude à ça, tu vois. Parce que maintenant, j'ai fait la paix avec moi-même, on en parlait quand on était jeune.
Moi, je sais toujours pas ce que je veux faire, où je veux aller. Par contre, je pense que je suis comme toi, je sais ce que je veux plus voir, tu vois. Et donc, quand tu vois des bordels ou des choses, voilà, bah, t'as pas envie de voir ça et c'est ok, tu vois. Et c'est fine. Et moi, voilà, je suis comme toi, je renie pas l'expérience et c'est ok. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis ça veut dire que si un jour, tu vois, tu as une équipe, bah, toi-même, tu as été salarié. Donc, c'est bien. Et je pense qu'il y a des gens, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent faire. Ils se lancent à leur compte. Bah, c'est trop bien. Il y a d'autres personnes, elles sont pas faites pour être à leur compte. Et c'est cool. Et d'autres, peut-être comme moi, qui avaient besoin de découvrir des choses, affiner un petit peu ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Et tu vois, se lancer. Et je pense aussi que la force aujourd'hui, et ce qui rassure mes clients, c'est que j'ai eu plein d'expériences différentes et que je ne me suis pas lancée dans le coaching à 20 ans parce que j'ai suivi une formation de 6 mois sur comment être coach. Et c'est très bien aussi, tu vois. Juste, t'attires après le type de client qui dit, bon, ok, elle a vécu ses galères, elle a pris le temps de se lancer et je pense que juste suivre le parcours qui est bon pour nous sans trop se soucier du reste, c'est le principal. Et justement, ces clients-là, hein, c'est quoi le genre de problème qui viennent te voir? Alors, il y a les hauts et les bas, les imprévus et l'anxiété d'anticipation. Ça, c'est vraiment les entrepreneurs et les dirigeants de « je sais pas combien ma boîte va faire dans 6 mois, dans 1 an » et c'est angoissant. Parce que soit ils sont seuls, mais ils ont quand même, je sais pas, leur partenaire, leur famille. Soit ils ont des salariés. Et c'est un petit peu toujours la course à l'argent. Donc c'est OK, comment faire pour... en fait, dire de toute façon que tu sois stressé aujourd'hui parce que tu sais pas combien tu vas gagner dans 6 mois, ça ne change rien sur le résultat. Donc comment tu peux l'aborder plus sereinement? Donc il y a ce point-là. Il y a aussi la saturation et le stress généré par l'utilisation des réseaux sociaux. Donc ça, j'ai beaucoup de clients quand même qui saturent et qui soit créent, soit consomment, mais ont besoin pour X ou Y, même pour de la prospection des réseaux et donc de l'écosystème, et qui se retrouvent un petit peu soit piégés dans la course à la création de contenu et dans ces trucs de comparaison, de jamais avoir l'impression d'en faire assez. Parce que tout le monde peut faire maintenant des vidéos tous les jours sur Insta, un post par jour sur LinkedIn. Et le truc des ragots, drama dont tu parlais aussi, qui peut être très pesant. Donc tout le stress et le stress et la charge mentale des réseaux et de l'exposition, beaucoup. Le fait d'avoir de la culpabilité pour des personnes qui trouvent qu'en fait ils n'arrivent pas, que quand ils sont avec leur famille ou leurs amis, ils pensent au travail, et quand ils sont au travail, culpabilisent de ne pas passer du temps avec leur famille. Donc ce manque de contraste entre les moments de leur vie, et du coup ça génère de la culpabilité. Un petit bruit de fond, tu vois, tout le temps de penser au travail, de ne pas réussir à déconnecter, et du coup de pas avoir la sensation d'être assez présent pour les gens qui les entourent. Donc il y a ça. Et après, tout ce qui est problème avec leurs équipes, leurs prestats, pas poser les limites, pas savoir dire les choses, avoir peur des conflits. Donc au final, c'est pour ça que c'est de la gestion émotionnelle, c'est que tout part de comment est-ce que tu vois les choses et quelle réponse tu vas leur donner. Moi, j'adore ce que tu dis en fait. En fait, le truc, tu vois, tu l'as, ça se voit direct. Moi timidement, je l'ai aussi, tu vois. Et en fait, quand tu fais attention aux gens, tu fais vraiment le focus sur justement la gestion des émotions, comme tu dis. En fait, tu vois des problèmes que beaucoup de managers ne voient pas, en fait. Et ça change tout. Tu parles toujours d'objectifs. Moi, j'accompagne les équipes tech. Okay. Donc, ça peut être le geek de 20 ans qui veut pas travailler en équipe, mais le gars, il charbonne et tout, et c'est cool. Tu peux aussi avoir des testeuses, tu vois, qui sont plus introvertis, mais par contre, ils connaissent le métier et les process forts. Et ça, tu vois, j'avais un manager, tu vois, qui arrêtait pas de charger la mule, parce que je pense qu'il avait des objectifs un peu inatteignables d'au-dessus. Il ne faisait pas dire non ou dire qu'il y avait des problèmes. Il chargeait inconsciemment les gens, en fait, de son équipe, tu vois. Et comme les profils sont différents, introvertis, extravertis, et lui, il est un peu en mode...
faut mettre le masque, tu vois. Enfin, faut mettre la carapace. On est bon, il faut carburer et on fait que réussir. T'as pas la proximité pour un peu discuter avec les gens et aussi leur dire comment ça va, en fait. Et forcément, dans les projets, il y a des hauts et des bas, tu vois. Et quand ça allait pas, en fait, ils me disaient mais pourquoi ils viennent pas me voir, en fait? Et je pense que t'as des gens qui sont un peu comme toi chez toi. Parce que la peur du conflit et aussi la peur des conversations difficiles, en fait. Et justement, comment tu les accompagnes pour leur faire un peu déjà prendre conscience? Alors, moi, la chance que j'ai, c'est que en général, les personnes que j'accompagne arrivent quand même pas forcément à mettre des mots, mais à détecter qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'elles arrivent à se dire factuellement, il y a les objectifs, ils sont mis. Et en fait, j'ai énormément de clients qui se décrivent très rationnels. Donc en fait, c'est j'ai les objectifs, ça on a ça, machin et tout, mais je sens qu'il y a un truc qui bloque et ils n'arrivent pas à dire ce que c'est. Donc en général, quand ils viennent me voir, il y a déjà, c'est des personnes qui sont ok avec le fait de travailler, qui savent pas comment faire, qui savent pas vraiment mettre des mots sur ce qu'elles ressentent, mais qui sont ok avec le truc de j'ai besoin de me faire accompagner sur ça. Je sais pas du tout, c'est le bordel dans ce que je ressens, dans ma tête. Avec mes salariés, des fois ça va pas et je sais pas comment faire. Donc déjà c'est un bon départ, tu vois. Même si au début il y a une sensation d'être un petit peu dépassée ou d'être perdue. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était dans comment je les accompagne. Ouais. Comment tu... Et en fait, ça dépend. Il y a l'accompagnement en one-on-one, où je suis avec le dirigeant, la dirigeante ou l'entrepreneur. Et là, ça va être vraiment... c'est du coaching en direct, quoi, de comment tu te sens, comment tu réagis quand tu te sens comme ça. Est-ce que... déjà, juste faire un petit peu le bagage de l'intelligence émotionnelle. Tu vois, la plupart des gens, ils rentrent chez eux, ils disent « Ah, c'était une mauvaise journée ». Et ils vont regarder Netflix ou un truc. Et du coup, moi, j'essaye d'accompagner les gens à dire « Ok, t'as pas le droit de dire c'était une mauvaise journée, tu dis « je » et tu dis comment tu te sens. Et tu prends le réflexe d'identifier ce que tu ressens, de mettre des mots sur tes sentiments, sur tes émotions. Et donc déjà, c'est les accompagner à y voir plus clair. Et tu vois, des fois, de leur dire « Ok, peut-être que tu confonds dans certaines décisions ton intuition avec de l'anxiété. » Et ça, il y a beaucoup de personnes qui confondent les deux et qui s'en rendent pas compte. C'est, tu sais, quand t'as un truc dans le ventre qui dit il faut que je prenne cette décision-là. Et c'est d'aider les gens de se dire ok, est-ce que tu prends cette décision parce que ton intuition, et du coup c'est drivé par des émotions positives, te dit d'y aller, ou parce que c'est ton anxiété là et ta peur qui se réveille et que tu vas tout saboter. Et, tu vois, c'est un petit peu essayer de les accompagner à faire le tri dans toute la palette d'émotions qu'ils ressentent, de leur faire prendre conscience que plus les personnes disent qu'elles sont rationnelles, plus elles se laissent impacter par leurs émotions, parce qu'elles les mettent de côté, et de voir aussi à quel point nos émotions impactent nos décisions business, impactent nos décisions managériales, et donc tu vois, leur donner un petit peu les outils pour reconnaître tout ça et comprendre eux comment ils fonctionnent, ce qu'ils veulent garder, ce qu'ils veulent changer, et améliorer aussi la relation qu'ils ont avec leurs employés, leurs salariés. Et déjà, comme tu l'as dit, quand ils viennent te voir, ils ont déjà fait un pas. Ouais. Et pas donné à tout le monde en fait d'être vulnérable. Hein. C'est super chaud en fait, tu vois. Enfin... Nous, on est un peu dans l'humain, on voit un peu les non-dits et les postures. Et moi, quand je les vois, au départ, quand j'ai accompagné les équipes, tu vois, pour moi, tu sais, je voyais le problème. Je voyais aussi la solution. Pendant 15 ans, j'étais développeur. Ouais. Je me suis reconverti parce que quand j'ai fait mon tour du monde, j'étais revenu. Toute l'équipe avait démissionné, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Donc j'ai fait une reconversion, je suis passé d'un nouveau métier tech, Scrum Master, où j'accompagne plutôt les équipes dans l'orga et dans l'agilité, enfin tout ce qu'on appelle l'agilité pour s'améliorer et mieux communiquer avec le client et dépoter pour sortir les meilleurs produits. Moi, quand je voyais tous les soucis, en fait, j'ai envie de les secouer, en fait. Tu le vois pas, et quand t'as pas conscience, tu peux pas arriver et dire y a un La problème. tête dans le guidon, et c'est un brouillard mental qui fait que c'est très compliqué, ouais. C'est super dur, tu vois. Et même, tu vois, si j'avais avant l'empathie, grâce à ma maman, d'ailleurs, coucou.
Et avec les voyages où je me suis dit, rien n'est blanc, rien n'est noir, tu vois, et on va arrêter de juger les gens et chacun a ses trucs. Même moi, ça me pesait en fait, tu vois. Ça me pesait, je dis, mais le problème, il est devant, je pense qu'il le voit, mais il prend la fuite, tu vois. Est-ce que t'as des clients où vraiment ils ont la tête dans le guidon et tu leur montrais l'éléphant dans la pièce, tu vois, et il y avait un blocage en fait. Bah oui, bien sûr, ça arrive sur plein de sujets. Ouais. Mais aussi, le truc, c'est que c'est un petit peu comme donner des conseils. Donner la solution, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que... Et c'est tout le principe du coaching. Et c'est pour ça aussi qu'il faut... Enfin, moi, je me fais accompagner. Je pense que toi, tu dois te faire aussi accompagner. C'est que c'est tellement... Enfin, on est juste à la fin de la journée, on est juste une personne qui fait de son mieux pour tenir ses projets, y arriver, kiffer et faire plaisir à ceux qu'on aime. Et du coup, des fois, juste, on n'a pas les outils, on n'a pas le recul. Et ouais, ça m'arrive d'avoir des clients qui peuvent avoir tellement la tête dans le guidon qu'ils ont l'impression que leur problème est beaucoup plus grand que ce qu'il n'y paraît. Et du coup, mon travail, c'est OK, comment est-ce qu'on fait pour prendre de la hauteur ? Comment est-ce qu'on fait pour redonner un petit peu de légèreté dans tout ça, pour que tu récupères ton énergie, pour que tu préserves ton bien-être et que tu mettes ton attention et ton énergie dans une direction qui va te servir, sans faire de suppositions et sans me dire non mais la solution pour cette personne c'est ça, parce que ça se trouve ça l'est pas. Mais ouais, forcément que ça arrive. Ou il y a un truc aussi qui m'arrive souvent en coaching, c'est que je pose une question. Ok, là il s'est passé ça, comment tu te sens ? Et la personne elle me répond. Je vais te répéter la question. Comment tu te sens ? Et j'ai toujours une autre version. J'ai toujours une autre version, tu vois. T'as la première, la version un petit peu cordiale de ce qu'il faut dire. Et la deuxième, c'est j'entends mais qui vont dire tes questions là. Elle m'embête, une petite. Ouais. Et il y a un blanc et la personne. Mais ouais, dans ce type de session, c'est à moi de pas lâcher et tu coaches de toute façon avec les outils que tu connais et tu coaches aussi avec ton cœur, avec ton intuition, avec ce que tu as appris de l'autre. Et c'est un équilibre à faire, quoi. Mais tu vois, comment t'expliques ça ? Parce que là, on rabâche à longueur de journée, arrêtez la rat race, prenez du temps, communiquer, prenez soin des autres et tout. Comment t'expliques que... je sais pas, les gens ils sont perdus en route, tu vois, enfin... D'un côté, c'est cool parce que du coup, ça fait du taf, c'est ok, tu vois. Et moi, je pense que je suis comme toi. J'aime bien trouver des solutions à des problèmes et accompagner pour que les gens ils y arrivent d'eux-mêmes. C'est cool, tu vois. C'est un super sentiment d'accompagner et de dire ok, là, j'ai plus rien à faire. Là, c'est bon. Il décolle et c'est génial, tu vois. Et tu fais 2 pas en arrière. Mais comment t'expliques dans. Ouais, c'est toujours la course, toujours plus. Alors qu'on rabâche sur les réseaux sociaux, il faut ralentir, il faut... Parce que déjà, il y a une différence entre... c'est très compliqué, tu vois. Il y a énormément, et encore plus dans l'entrepreneuriat, de personnes qui ont lu tous les livres de dev perso. Tous. Et mais tu vois, qui n'arrivent pas encore à incarner ce truc de j'arrive à ralentir, j'arrive à me détacher de ça. Et on intellectualise beaucoup les choses, en fait. Et je pense qu'il y a énormément de raisons. Il y en a qui sont le fait qu'à l'école, dès qu'on était petit, à l'école, on est valorisé sur nos notes, sur nos résultats et sur ce qu'on fait, tu vois. À la fin de la journée, c'est t'as fait quoi aujourd'hui ? T'as fait quoi à l'école ? T'as eu combien à ton contrôle ? Et c'est faire. Et je pense que des familles où il y a eu la chance aussi d'avoir à table comment tu t'es senti aujourd'hui ? Pourquoi tel ami c'est ton meilleur ami ? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as aimé aujourd'hui ? Donc déjà je dirais peut-être un peu l'éducation où on a grandi sur être valorisé sur le résultat. Donc ça forcément après quand on est adulte et quand on est entrepreneur, ça aide pas, tu vois, on garde ça. Je pense aussi qu'il y a le fait de un peu on rattache beaucoup nos identités du coup à ce qu'on fait et ce qu'on réussit. Et je pense que
enfin, tu vois, des personnes qui se retrouvent dans des périodes de chômage ou de questionnement, tu vois qu'il y a une estime d'elle-même qui baisse beaucoup et qui est beaucoup impactée parce qu'on a besoin toujours d'avoir une étiquette de se rattacher à ce qu'on fait et pouvoir le présenter socialement pour créer du lien. Donc je pense que tu vois, l'éducation, la honte quand on n'arrive pas à faire des choses et la culpabilité quand on se sent perdu contribuent pas à avoir des espaces où on va mettre l'humain et le bien-être au cœur. En fait, je me dis, si c'était pas notre bien-être la priorité quand on était déjà enfant et à l'école, pourquoi est-ce qu'elle serait, tu vois, quand on est en entreprise ? Est-ce que tu as déjà accompagné des gens, tu vois, où la tête bien faite, tu vois. En fait, ils avaient des comportements toxiques avec les gens autour d'eux, en fait. Tu as déjà accompagné ce genre de personnes où ils se rendraient même pas compte que leur comportement était toxique, en fait. Si, j'en ai eu. J'en ai eu de personnes d'ailleurs qui culpabilisent beaucoup et qui savent pas comment faire autrement au début. Donc c'est gestion de la colère, mais en fait en général en plus c'est ça aussi le truc qu'on oublie, c'est que quand on abîme les gens parce que on a un comportement, on a des paroles qui n'ont pas été correctes, c'est que la première personne qu'on abîme c'est soi-même. Parce qu'après, en fait, il y a peu de personnes qui sont des vrais psychopathes et qui s'en foutent de tout. C'est pas courant. Et du coup, des personnes qui, tu vois, ont une honte une honte en fait, qui après viennent un petit peu les hanter et ont pas trop les codes. Et ça vient aussi d'histoires personnelles, des fois un petit peu difficiles. Donc j'en ai déjà accompagné. Ouais. T'accompagnes ces gens-là. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait à mon compte 3 ans, je crois. 3 ans. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu as dû voir passer beaucoup un peu de charge un peu négative. Comment tu fais, toi, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais comment tu fais un peu pour te préserver un peu, tu vois ? S'il n'y a pas des moments où je dis là c'est ouf, tu vois Moi-même, me faire accompagner. Donc, tu vois, prendre soin de mon bien-être, soin de ma santé mentale. Ne pas me responsabiliser. La meilleure chose que je puisse faire pour mes clients, c'est ne pas me responsabiliser de leurs problèmes. Parce que, en fait, c'est en gardant de la distance et de la hauteur que moi, je peux leur apporter les bonnes questions, les bons outils pour que eux prennent de la hauteur. Donc, en fait, me dire, c'est pas si grave. Mon client traverse cette problématique, c'est pas si grave. Et garder un petit peu cette légèreté et cette distance qui va leur être bénéfique. Et aussi, tu vois, des fois, on arrive à rigoler de sujets dramatiques. En pleine session, tu vois, de dire, non, mais oui, ok, t'as ça qui va pas. Et on rigole un coup. Et on dit, c'est un moment, au moins, tu t'en souviendras dans quelques années. Ça te crée des souvenirs. Et donc, je pense, me préserver, mettre mes limites, me faire accompagner et garder de la légèreté. Et un petit peu d'humour dans ce que je fais. Quand tu fais accompagner, c'est quoi ? C'est une psy ou juste une coach J'alterne. Ça dépend des moments. Plus coaching. Ok. Et je me suis fait accompagner dans plein de domaines. Relations à moi-même, psychologue pour aller creuser sur des trucs. Ça dépend. Ouais, en fait, je suis comme toi, en fait. Tu te fais, ouais. Je me fais accompagner et c'est aussi pour ça que je me lance dans l'entrepreneuriat, en fait. Parce qu'il me faut du cash pour ça, en fait. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que, comme je te disais, pendant 15 ans, j'étais développeur. Maintenant, je suis passé à la posture de leader et de coach, tu vois. Mais les problèmes, ils sont toujours là. Et des fois, tu vois, je me sentais comme une éponge dans une eau stagnante, en fait. Et moi, comme j'avais un peu la position de sauveur, tu vois. Ça pesait trop, en fait. Ça pèse trop, tu vois. Donc, t'es obligé de prendre quelqu'un pour... soit te botter les fesses pour dire réveille-toi, tu vois. T'arrêtes pas de dire prendre soin des autres, t'écouter, et toi, tu t'écoutes même pas toi-même. Ouais. Et ça, c'est super important. Ouais, ça te fait du bien. Ouais, ça me fait super du bien. Je me suis fait accompagner par quelqu'un. De base, elle est coach de négociation. Elle s'appelle Paula Garçon. Alors, je lui fais coucou. J'ai envie de la mettre un peu en avant. Mais elle, laisse tomber. Enfin, elle a changé un peu la perspective de ce que j'avais un peu dans les problèmes et aussi des problèmes de mes clients.
En fait, elle a un peu travaillé sur moi, tu vois, au départ. Moi, à chaque fois, je disais, il y a ça comme problème, il y a ça, je comprends pas pourquoi il réagit comme ça, machin, mais nul. En fait, elle a que travaillé sur moi, en fait, depuis le départ. Parce que j'avais un regard sur les gens qui est en fait sur moi, en fait, tu vois. Et comme d'hab, on projette sur les gens. Donc, comme elle est un peu, dure, des fois, tu vois, elle pose des questions qui piquent, tu vois. Moi, je sais pas si c'était comme ça. Moi, je suis plutôt dans les questions pas pétillantes, mais je laisse faire. Et après, je monte la grosse merde dans la pièce, tu vois. Mais j'y vais progressivement. Elle, direct, c'est c'est des gros coups dans la gueule et c'est malaise, tu vois. Mais au moins, ça m'a fait avancer direct. Du coup, elle me sert un peu de psychologue et aussi de coach, tu vois. Et c'est génial. C'est bien que tu aies trouvé une personne qui te corresponde. Ouais, elle est géniale pour ça, tu vois. Et ça me permet justement de prendre du recul et de pas faire l'éponge, tu vois. Parce que... Mais on devrait tellement tous se faire accompagner. Mais il y a des pays où les gens, ils sont trop fiers de se faire accompagner, d'avoir un coach, et que c'est hyper normal, tu vois. Ouais. Genre aux US, à un moment, je voyageais un peu aux US pour l'un de mes tafs, et il kiffait dire bah ouais, non, mais moi j'ai mon coach mindset sur ça, j'ai mon coach sur ça, et tu vois, ici c'est un peu ah putain, j'ai un problème, je le cache un peu. Ouais. Et aussi comme si c'était un peu du bullshit, tu vois. Alors que ça fait du bien, tu vois. Et c'est aussi important de dire que nous-mêmes, on se fait accompagner, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui confondent le rôle du coach. Et en fait, un coach, c'est pas quelqu'un qui a toutes les solutions, qui a tout vécu, qui a les réponses à tout. C'est pas du tout ça. C'est une personne qui est humaine aussi, qui a aussi besoin de se faire accompagner, qui se pose les bonnes questions et qui essaye de pas... et qui essaye d'avoir le meilleur impact pendant les sessions, tu vois. Et que c'est jamais évident pour personne à 100%. Non, c'est pas évident. Mais tu vois, c'est... Tu sais, à force d'avoir un entourage ou des gens, tu vois, qui se font accompagner, toi aussi, moi, c'est ça qui a changé, en fait, depuis 2 ans. C'est que je fais toujours... T'as dû voir, tu vois. À un moment donné, j'ai fait toutes les formations de la Terre, tu vois. Et au final, tu vois, c'était pas le coach ou le gros bonnet, tu vois, qui prenait le bootcamp et tout, qui me faisait grandir. C'était en fait les gens en fait dedans. Et ça m'a fait vraiment changer en fait la perspective. Parce qu'en fait, le salariat, moi j'ai rien contre le salariat, tu vois. Enfin, mais à force de côtoyer tous ces gens-là, ça a causé en fait que je me suis un peu sorti petit à petit, tu vois. Parce que c'est un autre monde en fait. Et comme tu disais, on a envie de progresser, tu vois. Et donc à chaque fois, tu vois, Sarah Saidi, tu la connais. Moi, je vais à ces sessions de breathwork, tu vois. Je suis allé depuis ses débuts. Et 7 mois après, tu vois, ces sessions, elles ont changé, en fait. Je lui ai dit, j'ai fait, c'est pas possible, tu vois, au niveau de la voix et de la prestation. C'est fou, tu vois, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Enfin, oui, tu pratiques et tout, t'aimes bien ce que tu fais. Oui, ça, je sais, tu es expert dans ton domaine, tu vois. Mais il y a un truc, tu vois, enfin, je l'ai senti, tu vois. Elle m'a dit, en fait, j'ai pris des cours de chant. Je dis, mais tu chantes pas, enfin, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et comme j'ai vu son changement... Ah mais oui, tu m'as dit que tu allais prendre des cours de chant aussi. Ouais. Je la voyais, t'es plus fier d'elle, enfin, ça se voit dans la posture, tu vois. Au niveau de la voix, il y a de l'impact, dans le discours, tu vois. Je me dis, il y a un truc, tu vois, enfin... Donc, j'ai commencé justement à prendre des cours de chant, tu vois. Et je lui dis dans l'ancien podcast, elle m'apprend pas à chanter, hein, parce que sinon c'est fini la France, on est en dépression, tu vois. Il va pleuvoir direct, tu vois. Moi au Japon, j'y vais pas, tu vois, les gars ils sont trop forts au karaoké, je chante pas. J'ai quand même testé, parce que tu vois, ça a marché pour elle, donc je lui dis, donne-moi son nom, tu vois, elle s'appelle Louise. J'étais vachement surpris parce que moi je m'attendais à me faire reciter la chanson, tu vois, je me tapais la honte, tu vois, enfin tu voyais tous les blocages, tu vois. En fait, elle travaille un peu sur la respiration, elle travaille aussi surtout sur ton regard sur toi-même, en fait. C'est hyper intimidant quand t'es en cours de chant et que t'as une personne, du coup, en plus, tu sais qui chante bien et juste. T'es là et elle te dit, bah vas-y, allez, on y va. Et t'es debout et tu dois chanter. Et t'as l'impression d'avoir 5 ans et de plus savoir comment tu t'appelles, ce que tu fais et de te dire, mais pourquoi ?
Mais ça fait énormément de bien. Et tu vois, là, c'est avec les cours de chant. Et je pense que n'importe quel accompagnement, c'est ça. C'est t'y vas en pensant que t'y vas pour quelque chose. Et tu ressors avec plus si t'es en face de la bonne personne. Et ouais, les cours de chant... T'en as fait, toi aussi, hein? Bah ouais, j'en ai fait cet été. Mais pour quelle raison, du coup? C'est juste par curiosité ou... J'en ai fait en me disant... parce que j'ai toujours un peu chantonné dans ma chambre, tout ça. Et je me suis dit, ok, j'ai appris à bien poser ma voix pour les podcasts, ça va, mais je me suis dit, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Parce que c'est intimidant et parce que t'es vulnérable. Et je me suis dit, ça va être une façon aussi de sortir certaines émotions que j'avais besoin de sortir à ce moment-là. Je traversais beaucoup de choses et j'y suis allée. Et en plus, j'ai recommandé aussi à une copine. On a fait avec la même prof qui s'appelle Roselyne et qui est incroyable. On a fait notre première session toutes les deux, enfin séparément, mais après on s'est parlé. J'étais en fait, j'ai pleuré. Pourquoi? Bah je sais pas, il y a plein d'émotions qui sont ressorties, D'accord. tu vois. Et donc je me suis effondrée pendant le cours. Et prof incroyable, très à l'aise avec les émotions, qui était en mode ouais, c'est ok, c'est fine. Pleure, chante. Et c'est ce qu'on a fait pendant 1 heure. Et après, j'ai appelé ma pote. Toi, comment ça s'est passé? Elle me dit pas, j'ai pleuré. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce cours? Et en fait, des fois, on a des trucs qui sont enfouis et qu'on a besoin de sortir d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est génial. Franchement, moi, j'adore ce que tu dis là, en fait. Tiens, bah, on va aller dans le sujet où je voulais aller, en fait. Moi, tu vois, depuis 2 ans, ma vie elle a changé. C'est parce que j'ai rencontré des gens qui sont devenus ma tribu. Et ouais, ça m'a complètement, entre guillemets, dézingué le cerveau, en fait. Ouais. Et en fait, c'est à cause de toi, en fait. Ah, que c'est moi? C'est à cause de toi, en fait. Je t'ai dézingué le cerveau. En fait, tu vois, j'ai commencé à la création de contenu. En fait, je me suis formé à la com parce que dans ma boîte, on est 60 000 personnes, il y a toujours de la politique et des questions de budget. À un moment donné, tu vois, avec mon chef, on s'est dit, on va se couper le budget, il faut réagir. Hein. Ouais. Ce qu'on fait est bien, le client est content, on a des KPI, on a des chiffres, tu peux pas se laisser faire, tu vois, c'est pas possible. Moi, je me suis dit, ok, je pense qu'on est nul en com, tu vois, et c'est pas grave, je vais me former. C'est pour ça que j'ai pris Alex Viseo. Parce que ce gars-là, je le suis depuis des années, parce que j'aimais les voyages, forcément, tu vois. Et du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, il a arrêté les voyages, hein, tu le sais. Hein. Il a commencé à faire du personal branding, tu vois. D'aider les gens à se lancer, ouais. Moi, je comprenais rien à ce qu'il racontait, tu vois. Enfin, ça me parlait pas, mais tu sais, je continuais à le suivre sur Instagram, tu vois. Après, il a commencé à parler d'ikigai, de montrer ce qu'on fait, tu vois. De pas être que l'expert, tu vois. De montrer comment t'es, quand tu raisonnes et partager. Mais en fait, c'est ça qu'il faut en interne. Donc ça, je l'ai fait en interne et c'est cool. Et comme toi, je me fais coacher. Ma coach, elle m'a dit, c'est bon, maintenant qu'en interne, c'est cool, vous faites des vidéos sur Canva et tout, enfin, un truc de fou et tout. Maintenant, tu vas t'attaquer à LinkedIn. Je dis, moi, LinkedIn, c'est que des posts chez réseau. Bon, maintenant, ils commencent à faire les selfies, les gens. Moi, je comprends rien. C'est pas possible, tu vois, c'est bizarre, ce truc-là. C'est vrai qu'au début, on n'était pas beaucoup à créer. C'est vrai que c'était un peu... Au début, c'était... Ouais. Donc, c'était super dur. Mais comme j'aimais bien écrire, j'avais un blog de voyage en fait. Quand j'ai fait mon tour du monde, j'avais un blog de voyage et ma coach m'a dit ça se voit que t'adores écrire, Christophe. Teste LinkedIn. J'ai fait ok. Je sors de ma zone de confort, je teste LinkedIn. J'ai commencé à y aller, tu vois. Et forcément, je voyais toujours la même personne en fait. Et ben, je voyais toi en fait. Oui. Je voyais toi, je voyais Caroline Mignot sur LinkedIn, et sur Instagram, Mode je voyais aussi. toujours Alex, tu vois. J'ai commencé à poster régulièrement, tu vois. Il y avait même un post, tu vois, je t'avais tagué en plus, parce que j'adorais ce que tu faisais, et je me suis dit, je vais la taguer, ça m'avait inspiré. Mais au fil des semaines, tu vois, j'ai jamais abandonné, j'ai toujours continué à poster 1 fois par semaine. Mais c'était trop dur, en fait, parce que, comme dans le sport ou comme dans tous les domaines, à un moment donné, t'arrives à un plateau, tu vois. T'arrives à un plateau et t'arrives plus à progresser. Et moi, ce que je voyais, c'est que t'étais toujours avec les mêmes gens, en fait. Ouais. C'était la mafia, tu vois. La mafia Manon.
En fait, je connaissais pas tous ces gens-là. Ulysse Lubin, Elliot Meunier et tout. Mode aussi, beaucoup, ouais. Ouais, mode, je connaissais pas. Donc, j'ai commencé à voir, tu vois. Et en fait, tu vois, t'avais créé la tribu. Et je trouve ça cool, tu vois. Chacun est balèze dans son domaine. Tu sais, Elliot, moi, je sais toujours pas ce qu'il fait, tu vois. Est-ce que lui, c'est ce qu'il fait? Je rigole. Non, bah Elliot, il est créatif, il touche à tout. Il a 10 000 projets. Non, mais je rigole, le gars, il est trop fort. Moi, Ouais. il fait rarement des podcasts, mais à chaque fois, quand il en fait, je regarde. Le dernier qu'il avait fait avec Victor sur le storytelling, le gars, c'est génial, tu vois. Et il a fait un épisode aussi avec Thibault, lui. Même avec le tien, tu vois. Enfin. Et ce gars-là, tu vois, je me dis, putain, moi j'ai 44 ans, le gars, il a 18 ans. Qu'est-ce que je branle de ma vie, tu vois, quand il y a des génies comme ça. Après, je me dis, quand des gens ils sont d'avance sur toi, soit tu te compares et t'es une merde et après, je pense que c'est dur la vie, tu vois. Soit tu regardes comment ils ont fait, tu vois. Ouais, t'y vas. Et t'y vas, quand j'ai vu tout attribué et tous ces gens-là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas mal, tu vois. Et ce qui m'a fait shifter, en fait, c'était une story sur Instagram d'Alex. J'ai vu, il y avait toute l'armée, en fait. Quand j'ai vu toi, avec Ulysse, Elliot, Alex et tout, je fais, non, c'est bon. En fait, pour progresser, il faut s'attribuer, en fait. Mais oui. Et je pense que c'est l'un des premiers trucs. Moi, quand je me suis lancée à mon compte, le premier truc que je me suis dit, c'est je vais pas faire un plan business, je vais pas. C'est de qui est-ce que je m'entoure? Ouais. Qui est en train d'essayer de se débrouiller comme moi, de faire du mieux qu'ils peuvent, qui est intéressant dans la créativité et tout. Et en fait, et ça s'est fait comme ça. Et on s'est rendu compte que parce que c'était les tout débuts de. Enfin, je sais pas si c'était les débuts de LinkedIn, peut-être un peu auto-centré, mais c'était les débuts de nous, en tout cas, des personnes qui aujourd'hui continuent. Et ouais, et je me suis dit, le premier truc que j'ai vu dans mes expériences passées des entrepreneurs et des dirigeants avec lesquels j'ai travaillé, au final, en tant que bras droit, c'était la solitude. Et c'est ça qui peut impacter très négativement une boîte ou une personne. C'est ce sentiment d'avancer seul, de naviguer sans avoir de soutien. Et je me suis dit, je ne veux pas vivre ça toute seule. J'ai besoin de m'entourer. Et du coup, on a commencé à tous se retrouver, à tous parler, dire « Ah, toi, tu publies sur ça, moi, je fais ça, c'est quoi tes intérêts, tout ça ?» Et avec le temps, avec certaines personnes, de se retrouver physiquement dans certains endroits et de développer des amitiés. Et aujourd'hui, tu vois, avec Elliot, avec Maud et avec, je sais pas, Antoine, c'est des amis et on parle plus du tout. Ou presque pas de création de contenu, nos business, c'est anecdotique, tu vois, dans un dîner, on va dire bon, mais toi en ce moment comment ça se passe, tout ça, et on en parle un peu, mais on a tissé un lien qui est au-delà de ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand des gens se lancent et me disent ok, c'est quoi ton conseil, je leur dis tout le temps, entoure-toi de personnes. En fait, pour moi, c'est un peu, tu vas chercher une personne hyper high level en inspiration. Je sais pas, tu vois, moi, j'adore Brené Brown, c'est une américaine, chercheuse sociologue, elle fait des TED Talks, la queen, tu vois. Inspiration, vision long terme. Je cherche toujours une personne qui est un step au-dessus de moi. Ok, comment est-ce qu'elle fait, quel type de contenu fonctionne, quel type de stratégie elle met en place. Et après, les gens qui sont soit au même niveau ou soit pas du tout, mais qui humainement, en tout cas, se retrouvent dans nos valeurs. Et là, c'est ton cercle proche. Franchement, c'est génial. Et en fait, c'est pour ça que je voulais t'inviter dans mon podcast. C'est pour te remercier pour ça, en fait. Merci. Tu savais pas, en fait. Non, je savais pas. C'est toi, en fait, qui m'a inspiré sur ça, tu vois. Oui, il y avait Alex et tout, mais on va dire que c'est un peu tout le monde, tu vois. Mais c'est tout votre groupe, en fait, avec Ulysse et tout. Mais surtout toi, parce que je me retrouvais dans tout, en fait, tu vois. Je me retrouvais dans ton podcast, je me retrouvais dans ta création de contenu, tu vois. Et aujourd'hui, on est là dans un méga studio trop beau. C'est trop bien. Hein. Mais c'est ça qui a changé ma vie, tu vois. Enfin, tu vois, j'étais connu pour le salarié qui poste sur LinkedIn. Donc forcément, j'ai pris la foudre, en fait. Parce que la première réaction des gens, c'est « Ok, le gars, il veut se barrer de sa boîte. » J'étais 10 ans dans la même boîte, tu vois. Donc, me parler de ça, que c'est pas bien ce que je fais ou que j'ai envie d'ailleurs ou je suis pas fidèle pendant 10 ans, je crois que j'ai rien à prouver, tu vois.
Donc il y avait ça, tu vois. Ensuite, bah oui, pourquoi il fait le clown sur Internet? Il a rien à vendre. Et c'est vrai, j'avais rien à vendre. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'est que je savais que j'allais aller dans l'entrepreneuriat, mais je sais que c'est super dur, en fait. Je sais que c'est super dur, et pour y aller, t'as besoin de t'entourer, en fait. Et je me suis dit, bah, je vais faire comme Manon, attends. Je vais pas lui voler son équipe, tu vois. Non, mais les gens ne m'appartiennent pas. Hein. Mais non, mais je rigole. Moi aussi, je vais créer ma team, en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux avancer. Et plus j'avançais, et plus soit les gens de mon taf, soit mon cercle d'amis d'avant, tu vois, ils comprennent moins, tu vois. Ça reste quand même mes amis, tu vois, et c'est ok. Tu vois. Et c'est bien même de... On continue de parler de l'Olympique de Marseille, on continue de parler de Nintendo, et c'est ok, tu vois, et je continue, et il n'y a pas de souci. C'est génial. Par contre, là, je suis à un moment de ma vie où je suis dans l'inconnu, en fait. C'est super dur, tu vois. Et j'ai besoin de m'entourer des gens qui sont 2 ou 3 pas d'avance. Pour te soutenir. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que tous ces gens-là, oui, ils ont 2-3 pas d'avance sur des sujets, tu vois. Mais moi, j'ai 2-3 pas d'avance sur d'autres sujets, tu vois. Et du coup, je donne aussi, en fait. Au départ, j'étais mal à l'aise parce que quand je demandais de l'aide ou des choses que je savais pas, tu vois, par exemple à Sophie Roard ou à Sarah Saidi ou à Charlie Lasfara, tu vois, je me suis dit, bon, bah, moi, je connais rien, tout ça. Enfin, un podcast, je suis pas lancé. Création de contenu, je fais 1 fois par semaine. Ouais, super. Je sais pas comment faire pour poster plus, tu vois. Il y avait plein de trucs où ça allait pas, tu vois. Et avoir ces gens-là, c'est fou. Et t'as aussi l'effet inverse, tu vois. Quand au taf, des fois ça va pas ou c'est chaud. Quand ils me disent putain, Christophe, j'ai signé Nike en sponsor là, Sarah elle m'a dit ça, tu vois, j'étais trop contente. Hein. Quand Charles m'a dit putain, j'ai fait mon premier bootcamp, peut-être je l'ai rempli direct. Franchement, j'étais content pour eux en fait. Ça change tout, tu vois. Tu partages les joies avec eux, ouais. Ouais. Et des fois, tu le sais mieux que moi, des fois c'est chaud, tu vois. On va aller sur ça. Quand tu crées du contenu, des fois tu te fais défoncer. Hein. Tu vois, tous les gens qui postent, ils disent moi ça me touche pas, machin bidule. Ça touche en fait. Ça touche, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la tribu, tu vois. Comme je suis fort un peu pour motiver et donner un peu les good vibes, tu vois, je donne, tu vois. Bah, ça me fait grandir. Et moi aussi, en fait, je les aide au final. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, putain, ils arrêtent pas de me donner et m'aider, mais moi, je les aide pas. Mais en fait, si, je les aide. À ta façon, ouais. Mais ouais, je pense que la grosse difficulté de ces dernières semaines et derrière moi, ouais, en fait, c'est quand tu te fais défoncer, en fait. Ouais, t'as eu ça. Ouais, c'est pas aussi violent que les trucs d'où ça va ou même toi, en fait. Toi, à un moment, j'avais vu, tu vois, t'as fait l'interview avec Mike. J'avais un peu les commentaires dans les shorts et tout. Ah ouais, c'était du délire. Non, mais tu vois. Ouais, c'est vrai. Je me dis, c'est du délire, tu vois, enfin, c'est un truc de fou. Enfin... Et puis en plus, quand t'es une femme, tu prends double tarif. Ouais, c'est ça. Parce que t'as sur le contenu, et sur le physique et tous les commentaires après misogynes. Donc, ouais, c'est vrai. Et justement, comment t'as géré ça Purée, j'avais oublié, hein. J'avais oublié. Alors, comment j'ai... En fait, j'étais tellement partie du principe que sur Insta, la qualité des commentaires, elle baisse. Autant dans la construction des commentaires positifs et les commentaires négatifs. Je sais pas, en fait, comment j'ai géré ça ? Déjà, je bloque. Parce qu'à un moment sur ma page, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais à un moment, j'avais 2-3 personnes qui étaient à fond, qui passaient, qui s'abonnaient, qui n'étaient pas abonnées à mon compte, et qui venaient régulièrement et qui me mettaient des commentaires, mais c'était très misogyne. C'était vraiment très lié, soit sur mon physique, soit sur mes tenues, des trucs comme ça. Je bloque, tu vois. Et il y a beaucoup de créateurs qui disent non, mais il faut pas bloquer, et il faut pas répondre, il faut leur montrer que tu t'en fous. Et moi, je me suis dit, ok, mon objectif dans la vie, c'est pas de montrer que je suis super forte, c'est d'être bien à la fin de la journée, c'est tout. Ouais. Donc, technique de bloquer, tu vois. Pareil, chaîne YouTube, si tu mets j'aime pas ton contenu parce que si, fine, tu vois. Mais si tu commences à dénigrer physiquement mon invité ou moi, ou des trucs juste de la méchanceté gratuite, je bloque.
Et comme ça, je me dis, de toute façon, tu vois, qu'est-ce que ça apporte au monde? Pas grand-chose. Donc moi, j'ai un peu cette technique de, si la personne a un retour constructif à mettre, je laisse, sinon je bloque. J'ai pas le temps de prouver, en fait, que ça me passe au-dessus, parce qu'en fait, ça nous passe pas vraiment au-dessus. Et même si sur le moment, on a l'impression que ça nous passe au-dessus, à la fin de la semaine, quand t'as X commentaires, bah, tu vois, ça s'accumule. Et après, en vrai, quand il y a eu certains commentaires sur les vidéos, bah, je pense que ça faisait longtemps que je créais du contenu et que aujourd'hui, je suis assez en paix avec ça. De me dire, je sais qui je suis, mes amis, mes proches savent. Et c'est de me rappeler, en fait, quand j'éteins mon téléphone, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est mes amis, ma famille, les gens que j'aime, les gens qui m'aiment. Et du coup, de me rattacher à ça. Mais ça m'a pas... Quand il y a eu ça, honnêtement, ça m'a pas énormément impacté parce que je pense que j'avais déjà appris d'autres cas sur LinkedIn, pareil, où j'avais reçu des commentaires. Mais des fois, les gens... un coup, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un mec qui m'a écrit, qui a dit « Ouais, je t'écris parce qu'en fait, où est ta légitimité ? Il me posait plein de questions comme ça et il m'a dit « Vu qu'on n'est pas en connexion, j'ai pas assez de place pour tout te dire, donc donne-moi ton email que je te fasse le retour complet. » Et je me suis dit « Bah non, je vais pas te donner mon email pour que tu me... » ça m'a paru... Et en fait, dans ces moments-là, j'essaye de me rappeler aussi qu'il y a des gens, ils sont paumés. Il y a des gens, ils sont vraiment paumés, ils sont mal dans leur peau, ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et il faut vraiment pas être très bien dans ta vie pour prendre le temps de faire ça, tu vois. Je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais mis un commentaire négatif sur Internet à quelqu'un. Je peux pas le faire en physique, tu vois. Ouais. Oui, des fois, il y a des trucs de ouf dans la rue, tu vois, ça m'en ouf, tu vois, mais à un moment donné, ça vaut pas le coup. Donc pourquoi tu le ferais sur Internet ? Déjà, on n'a pas le temps, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas le temps, tu vois. Mais moi, je trouvais ça fou, ouais. Après, ouais, c'est vrai que on le sait, hein, que quand on commence à s'exposer, on prend ce risque-là. Et c'est s'en protéger, se faire accompagner et faire attention avec le truc de non, parce que vu que des fois on entend des gros créateurs dire ça me passe au-dessus, on peut penser qu'on a un problème parce que ça nous passe pas au-dessus, mais en fait c'est normal. Moi, c'est pour ça que je vais pas encore sur Instagram et sur TikTok. Oui, TikTok, c'est pire. De toute façon, TikTok, j'y vais pas parce qu'à chaque fois, quand j'y vais, je sais pas, si je sais. Il me donne que des trucs sur le Japon, tu vois, donc c'est mort. Après, soit sur le Japon ou soit des pays à voyager. Après, je finis par acheter un billet d'avion, donc j'y vais plus TikTok. J'ai fini ruiné. ça te lave le cerveau, tu vois, et non, j'y vais plus. Mais oui, Instagram, déjà, j'ai pas le temps. Enfin, je suis pas un peu encore comme toi, tu vois. J'ai pas de système. Je commence à en avoir, tu vois. Il est en rodage. Et pour l'instant, je me garde que LinkedIn, le podcast et YouTube. Déjà c'est beaucoup. Bien, hein. C'est déjà beaucoup, tu vois. Mais Instagram, j'ai toujours eu un problème avec ce réseau parce que justement, à cause des commentaires et des DM, tu vois. J'en poste de temps en temps des reels, tu vois, mais à chaque fois que j'en poste, tu vois, je reçois des trucs de ouf. Après, normalement, tu reçois plus de positifs aussi. Je sais pas. Enfin, moi, comme je poste pas assez, après, peut-être que... C'est moi, tu vois, je retiens que le négatif, tu vois. Donc, sur Instagram, j'ai fait une pause. Par contre, j'utilise les stories. En fait, je m'entraîne. C'est bien, ouais. Je m'entraîne. Pour l'instant, j'ai pas encore le char d'assaut et les financements pour un monteur à temps plein sur les shorts. Donc, je l'ai fait moi-même avec l'IA. Donc, je teste et c'est cool. Et quand je vois qu'une vidéo marche bien en story, je peux l'avancer sur LinkedIn parce que ça m'avait testé, en fait. Donc, je teste. Mais oui, j'ai un problème avec Instagram. Ouais. Parce que, entre les commentaires négatifs et surtout les DM, moi, une fois, j'ai reçu un DM de fou, tu vois. Enfin, ah ouais? Ouais, c'était... Attends, t'es salarié, là, t'es à la plage, putain, et en fait, t'as regardé les anciennes photos d'avant, tu vois.
comment tu fais pour bosser comme ça, tu vois? Comment il fait ton employeur? Tu vois, c'est des trucs agressifs. Ouais, c'est fou, hein. Mais ouais, Instagram, pour l'instant, j'y vais pas. Peut-être quand j'aurai une VA ou une community manager, on verra, tu vois, parce que j'ai du contenu, mais j'y vais pas. Mais ouais, du coup, tu vois, avoir sa tribu et des gens autour, tu vois, c'est important, en fait. Bah, en fait, et dans ces moments-là, on a beau dire, mais pouvoir, je sais pas si tu te prends à un moment donné des commentaires super négatifs ou même, je sais pas, un shitstorm, tu vois, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver. C'est de pouvoir appeler des gens qui l'ont vécu, parce que ça peut paraître tellement abstrait pour les personnes qui vivent pas ça, tu vois. Et de se dire, ouais, quand tu t'exposes, tu mets une partie de toi, c'est une petite partie, c'est une idée que tu as à un instant T, un truc que tu dis un jour J, et potentiellement, bah, ça va être repris et plein de personnes vont te juger par rapport à ça. Et c'est ça aussi qui donne le droit à l'erreur très compliqué quand tu prends la parole sur les réseaux, c'est que bah, après c'est là, c'est à vie, les gens peuvent repartager, donc ouais, ça peut être assez stressant, et c'est bien d'être entouré des personnes qui comprennent ça, et c'est pour ça aussi que c'est important. Tu vois, il y a beaucoup dans ce truc de quand tu te lances, il faut que des amis qui ont le même mindset que toi, qui sont ambitieux. Je trouve que le critère numéro 1 de l'ambition pour se construire des amitiés est pas tout le temps pertinent. Ça peut l'être dans des gens qui font comme toi, mais est-ce que la gentillesse, l'honnêteté, l'empathie sont pas des critères tout aussi importants? Et aussi garder des personnes qui sont très loin de ça. Moi, j'ai gardé des amis du collège et du lycée qui vont sur Instagram de temps en temps. Je me dis, c'est des personnes qui s'en foutent, en fait, si demain je vais me faire insulter. Et ça fait du bien aussi de garder ces personnes-là. Non, mais encore une fois, toi, je suis départ, en fait, tu vois. En fait, depuis le début, tu montres l'exemple sans le savoir, en fait. Et moi, c'est pareil, en fait. Tu gardes les gens aussi. Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, même ma femme, tu vois, c'est pas ce que je branle, hein. C'est quoi ce bordel, tu vois? De temps en temps, elle passe en ligne, c'est passé là, c'est passé viral et tout. C'est pas ce que je fais, tu vois. Enfin, ma mère, je pense que. Ouais, d'un certain côté, tu vois, j'ai plein de potes, hein, pareil. Mais après, il y a aussi le côté positif, tu vois. Là, tu vois, je suis chez un pote, c'est aussi mon photographe, tu vois. Maintenant, on en parle, tu vois, mais pendant un an, on n'en parlait pas de la création de contenu, tu vois. Mais je savais qu'il regardait ce que je faisais et tout. Hein. Et quand je suis allé chez lui, tu sais, il a lancé YouTube, et j'ai vu son historique, qui me faisait marrer, en fait. J'avais vu Main en tournant, j'avais vu Thibault lui, je fais putain, lol. C'est drôle. En fait, il commence à s'intéresser à tous les trucs que je like, tu vois. Mais tu sais, il disait rien, tu vois. Donc, tu vois, après, tu vois, parce que là, on parle des trucs négatifs et tout, mais il y a aussi le cercle vertueux et qui est beaucoup plus impactant que le négatif. C'est ça. Hein. Et ouais, non, c'est génial, tu vois. Et il y a aussi le podcast où justement tu m'as aidé. Hein. Parce que moi, le podcast, je suis allé sur le podcast parce que c'est Thibault qui m'a accompagné. Il m'a dit ouais, LinkedIn, t'es que en location, multiplie les médias et te fais pas avoir. Parce que si un jour ton compte LinkedIn il est mort, c'était ciao, quoi. Donc il faut que tu sortes la newsletter. Je fais bon, déjà sur LinkedIn, je mets 3 heures pour faire un post. Newsletter, ouais. c'est chaud. Quand je voyais tes newsletters, je fais ah ouais, franchement, pour avoir ce niveau-là, on va attendre un peu, tu vois. On va attendre un peu. Mais le podcast, je me suis dit, moi, ce qui m'a fait progresser, c'est les coachs, tu vois. Enfin, c'est les coachs, c'est aussi les échanges avec les gens de mon équipe ou mes clients et tout. Moi, je me suis dit, en fait, si je fais un podcast, ça peut aider les gens, tu vois. Ça fait un peu comme des mentors virtuels et des conversations. Je sais très bien que quand les gens écoutent le podcast, soit ils sont aux toilettes, soit ils font la vaisselle, soit ils sont dans la rue, ils font leur jogging. Et c'est OK. Mais moi, les podcasts que j'ai aimés, tu vois, comme le tien ou comme les autres, de Pauline Léniaud ou même de Thibault Louis, et moi, c'est des bouts de phrases, tu vois. C'est des bouts de phrases et ça inspire, en fait. Et ça donne le feu. Je me lance, tu vois, ça me plaît. Et puis, j'aime bien parler, même si j'aime pas ma voix et tous ces trucs-là. J'y vais, tu vois. Et ouais, le podcast. J'ai pas encore fait le pas du podcast où je parle tout seul de mes sujets. Les épisodes solo. Toi, tu le fais bien, en plus. Merci. Ouais, mais je l'ai pas fait tout de suite. Hein. Ouais. Je crois que je l'ai fait au bout de 20 épisodes. Ok. Avec des invités, ouais.
Parce que toi, t'as 55 épisodes, je crois. Je regardais. Là. 55? Je sais pas. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Et Ouais. Et du coup, le podcast, c'était quoi la motivation au départ La motivation, c'était OK, je commençais déjà à accompagner des clients et je me disais, ils vivent des émotions et des problématiques et en fait, le truc du coaching, c'est que c'est confidentiel. Et plein de fois, je signe des NDA et tout. Et du coup, tu vois, et donc tu as tout l'aspect confidentiel. Et après, pour avoir des nouveaux clients, tu peux utiliser une technique qui est sur LinkedIn de parler des cas clients. Mais moi, j'aime pas faire ça. Parce que je me dis, même si je dis pas qui c'est, mon client va voir son histoire étalée sur les réseaux. Ça, c'est jamais agréable, tu vois, même si la personne, elle te cite pas, que tu saches. Donc, j'ai dit, OK, du coup, la façon de faire connaître mes services, c'est quoi? Et je me suis dit, le podcast. Parce que le podcast, les personnes vont pouvoir voir comment je pose des questions, ma personnalité aussi, et tout de suite se dire, j'accroche pas, comme ça fait le tri. Et aussi parce que je voyais mes clients individuellement pendant les coachings dire, je me sens seule, je galère sur ça, j'ai l'impression d'être nulle parce que je suis la seule personne, parce qu'on frôle la liquidation judiciaire, parce que... Et tu sais, je pouvais pas leur dire, non, t'inquiète, telle personne, elle vit pareil, je peux pas. Et du coup, je me suis dit, le podcast, go, lancer le podcast. Et puis ça m'a plu, ça a bien pris, j'ai eu des invités intéressants, donc c'est parti de là, ouais. Et tu vas le passer en vidéo un peu plus souvent En fait, je pense pas parce que vu que dans mon podcast, on rentre vraiment dans l'émotionnel, dans ce que les gens ressentent, j'ai remarqué que la vidéo, il y a très peu de personnes qui sont assez à l'aise avec la vidéo pour laisser tomber le masque. Et que, tu vois, quand tu fais un podcast, tu oublies pas la caméra, elle est là. Moi, je l'ai oublié la fois. Ouais. Toi aussi, non? Je me laisse aller dans le flow, tu vois, mais je pense que le nombre de personnes vraiment à l'aise avec ça et qui font abstraction de leur image, il n'y en a pas tellement. Et donc, quand j'ai essayé de filmer, je me suis dit, OK, c'est pas mon bon profil, comment est-ce que ça va rendre, machin. Je me suis dit, il y a trop de questionnements qui fait que le lâcher-prise va être compliqué. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de en général, pas filmer les podcasts. Et de les faire de façon très spontanée, avec pas beaucoup de montage. Ça, au début, je me suis dit, OK, comment ça va être accueilli? Et en fait, j'ai eu des retours des gens qui disaient, c'est trop bien que tu laisses les blancs. Tu laisses quand vous vous reprenez et que vous bafouillez. Et que... Des fois, j'ai des invités qui disent, mais non, je pense pas ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et on reprend. Ouais, mais non, pas trop vidéo. Ça m'a vachement aidé, ça, en fait. Parce que moi, quand je débutais, j'ai toujours peur de regarder des gens, tu vois. Et comme moi, je suis un peu dans la tech et un peu hermétique, tu vois. Tout ce qu'on parle d'humain et gestion des émotions, c'est un peu chaud, tu vois. Enfin, surtout que moi, j'étais dans une boîte du 440, donc faut filer droit, tu vois. Enfin, les process, tout ça. Ouais, les process et tout. T'as pas le droit de montrer t'es vulnérable et tout. Donc, mine de rien, toi, ça a marqué. Et le fait que dans ton podcast, tu vois, on rigolait, le fort qui sonne et compagnie. En fait, ça m'a vachement aidé, en fait. Mais au moins, ça fait décomplexer tout le monde, je pense. Mais c'est ça, en fait. Mais c'est ça que j'aime bien dans la création de contenu, c'est que tu suis des personnes, tu vois, pas en mode stalker, en fait. Parce que là, j'ai peur que les gens ils disent, putain, le mec, il a passé au peine fin. C'est pas ça, en fait, tu vois. En fait, il montre l'exemple sur plein de sujets. Et ça, c'est un sujet à la con, mais en fait, non, c'est un vrai sujet, en fait. Ouais, et puis en plus, il y a des podcasts qui sont très agréables à écouter parce qu'ils sont très pros, le montage est carré. Et c'est ça qui rend le podcast très bien. Et il y a des podcasts où t'aimes les écouter parce que c'est l'inverse. Donc, ça dépend. Je pense qu'il faut faire le truc qui nous correspond le plus. Ouais. Et après, on aura une audience qui nous ressemble. Mais là, je teste, tu vois. Là, en ce moment, je bombarde sur la vidéo. Mais je me permets de tester ça. C'est parce que j'ai déjà fait 30 épisodes en audio, en fait. Ouais. Donc là, je teste. Là, pour l'instant, j'ai arrêté les podcasts que audio et je fais que de la vidéo. Parce que je teste, en fait, tu vois. Trop bien. Je teste et j'ai aussi des défaites. Dans le sens où là, je me suis dit, juillet-août, tout le monde est en vacances, tu vois. Moi j'avais prévu de me lancer dans l'entrepreneuriat à la rentrée. Donc je me suis dit, je vais bombarder.
Je vais bordel, je prends de la place. Personne. C'est bon, la place. Quelle place tu vois, je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Je vais occuper la place et l'espace. Et du coup, je vais faire plein de vidéos. Donc, ils sont cool, les vidéos. J'étais content. Et les épisodes, je suis super content. Et mes invités, ils sont super en termes d'écoute et tout, tu vois. J'étais un peu déçu, en fait. Je me suis dit, ça allait exploser, machin bidule. Parce qu'en fait, j'étais parti dans la rat race, en fait. Tu vois. J'étais parti dans la rat race. Donc, c'est pas grave, toi, j'ai testé. Mais ouais, tu testes, t'adaptes, et puis ils sont faits. C'est pas perdu, donc tu pourras recommuniquer dessus. Sur ça, tu vois, les épisodes ils sont construits et tout, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en termes de diffusion, je me suis dit, j'en sors un toutes les 2 semaines. Mais non, maintenant, je le sors quand j'ai envie et c'est OK, tu vois. C'est pour ça que je t'ai invité. Tu sais que toi, ça fait un moment que je voulais t'inviter. Mais je me suis laissé un défi, en fait. Je me suis dit, les gens que j'apprécie, qui m'ont vraiment aidé et qui ne le savent pas, je vais leur montrer que, tu vois, comment j'ai progressé, en fait, tu vois. Et surtout, j'ai pas envie de leur demander de venir juste pour voler leur audience ou prendre leur notoriété, parce qu'avant, je débutais et j'avais pas autant d'écoute que maintenant. Ouais. Je me suis un peu mis ces contraintes-là parce que je veux pas inviter quelqu'un dans le sens où je vais voler son audience, elle est super connue, donc c'est cool, tu vois. Non, c'est pas ça. Moi, j'invite les gens déjà pour apprendre. Oui, on va pas se cacher, ça me permet aussi de montrer justement comment je réfléchis, comment je bosse et comment je raisonne. Bien sûr, ça me sert sur ça, tu vois. Mais ça me sert aussi justement d'avoir les échanges et d'apprendre. Bah ouais, et là, comme on a dit, studio, vidéo, entrepreneuriat activé depuis la rentrée. Ouais. Donc c'est trop bien en vrai. Donc moi, je te l'ai dit, hein, j'ai attendu vraiment longtemps avant de te demander. Il n'y a pas que toi, hein, il y a d'autres personnes. Hein. J'ai attendu parce que moi, je suis un peu pudique, tu vois. Je suis dans le genre, je construis les relations sur le long terme, tu vois. Donc ça vient pas au mois de mars, tu vois. J'ose pas et c'est OK. Par contre, je vais continuer à progresser, à grandir. Et par contre, quand je sens que j'ai envie et je sens que c'est le bon moment, j'invite. Et c'est comme ça que je t'ai envoyé l'invitation. Bah ouais, merci. Et quand tu m'as dit oui, j'étais trop content en fait. J'ai dit direct à Sophie, putain, elle vient et tout. Et Sophie me dit, mais c'est sûr qu'elle venait. Ouais, mais. Bah, et puis je voyais aussi, tu vois, tes trucs passés, que tu as eu de la rigueur, que t'as pas lâché. Et donc forcément, tu vois, tu as envie de venir aussi sur des podcasts de personnes qui sont vraiment impliquées. Je sais aussi, tu vois, j'ai vu du soutien passer de ta part. Et donc, ça, c'est des trucs où même si c'est des détails, tu le vois et tu t'en souviens après. C'est marrant que tu dises ça. Parce que maintenant, tu vois, il y a des gens qui me demandent de venir dans le podcast. Et ça me gêne, tu vois, parce que quand je leur dis non, j'ai un peu peur qu'ils pensent que je les snob ou pas. Mais en fait, c'est pas ça. Je les ai jamais vus soutenir mes posts ou. Je les ai jamais vus, en fait. Et du coup, tu vois, je suis un peu méfiant dans le sens où il vient parce que ça marche bien et du coup, il va me parler de lui et de sa boîte ou il vient vraiment pour moi, en fait, tu vois. Qui veulent passer dans ton podcast. Ouais. Qui veulent passer dans le podcast, tu vois. Et ça me gêne, en fait, tu vois. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, c'est ton podcast, hein, t'invites qui tu veux. Exactement. C'est la beauté du média, tu fais ce que tu veux. Mais ouais, j'avais quand même ça. Et des fois, il y en a qui me demandent et quand je le sens, tu vois, j'accepte et c'est génial. Ouais, mais je pense que ça nous arrive à tous, toutes les personnes qui ont un podcast, de recevoir des demandes et de dire non, tu vois. Moi, je me souviens que j'avais reçu un message d'un mec entrepreneur qui m'avait écrit et qui m'avait dit ouais, j'ai vu que tu avais un podcast, tout ça. Si tu veux, pour t'aider, je peux passer dans ton podcast et parler de mon parcours. Et j'étais en mode non, merci. Non, ce truc déséquilibré dès le départ, ça va pas le faire, tu vois. J'ai eu le même message, ça me fait peur là. Et ouais. Et c'est ton podcast, ton média. C'est ça le truc aussi, c'est d'inviter des personnes avec qui... Tu vois, moi, quand j'invite des gens sur mon podcast, je me dis tout le temps, je suis au clair que si la personne ne repartage pas sur ses réseaux et tout, je suis OK avec ça. Parce que c'est pour moi que je le fais, parce que c'est pour le moment que je le fais. Et de pas trop avoir d'attente. Et du coup, ça garantit de prendre les bons invités, dans le sens les invités avec qui on va passer un bon moment, sans que ce soit maxi intéressé, sans que ça vienne, toute la stratégie vienne nous polluer derrière. Et oui, forcément, il y a des personnes qui prennent mal quand on les refuse sur le podcast parce qu'elles veulent s'inviter.
et des personnes qui prennent mal aussi le fait qu'on dise non, tu vois, peut-être d'aller sur leur podcast. Ouais. Mais bon. Là, j'ai vu, t'as lancé un nouveau podcast. J'ai rigolé hier en le regardant. Ah mais oui, merci, t'as laissé un commentaire. Parce que j'ai rigolé en fait. Avec des rhinocéros. Oui. Pourquoi t'as lancé ce podcast-là? Alors, le podcast Meuf, t'as 5 minutes. Avec Julia, on l'a lancé, ça faisait des années qu'on voulait le lancer. Peut-être presque depuis qu'on s'est rencontrés. Je sais pas, on a toujours eu des conversations sur nos vies, nos passions, ce qui se passait dans nos vies privées et tout. Et on s'était toujours dit, mais ça serait trop bien de lancer un projet ensemble qui nous fasse kiffer, tu vois, qui nous fasse vraiment kiffer. Et un truc avec l'amitié. Et moi, je consomme de ouf les vidéos de McFly et Carlito et de voir deux potes qui rient, qui vivent plein d'aventures. Je sais pas, je trouvais ça vraiment trop chouette. Et là, avec Julia, récemment, c'était l'année dernière où on s'est dit, il faudra qu'on le mette en place. Et on s'est dit, OK, go. Maintenant, on a un petit peu plus de temps parce que toutes les deux, nos business se sont un petit peu plus stabilisés et établis. Et on a lancé ça en se disant, on va pas donner de conseils, mais juste parler de nos vies et ce qu'on traverse. Et du coup, on l'a lancé, mais vraiment, le but de ce truc, c'est de kiffer et de créer une communauté aussi autour de ça, de se dire on a beaucoup de choses qu'on traverse seul. Est-ce qu'on peut faire un petit groupe de personnes, tu vois, qui se reconnaissent dans ces sujets et on a déjà des retours et des personnes qui écoutent de façon récurrente et ouais, juste kiffer, quoi. Oh, je te dis, j'ai écouté et j'ai beaucoup aimé. Hein. Ouais. Mais en plus, j'ai rigolé en fait. Parce qu'en fait, comme tu dis, tu sens. Moi, je la connais pas, je la suis pas. Je la vois quand même passer. Je sais pas si c'est à cause de toi ou d'autres personnes, tu vois. Je la vois passer, mais je la connais pas au final, tu vois. Et en écoutant le podcast, tu vois, ça fait un peu comme toi en fait. Parce que nous, au final, on s'est jamais vu en fait, tu vois. Et c'est ça que la proximité. Et tu sens aussi si la personne est bien ou pas, enfin, qui correspond à tes valeurs et tout, tu vois. Et quand j'ai écouté, je fais. Ouais, bon, bah non, on sait qu'elle est cool, tu vois. Mais Julia, tu vois, elle a l'air cool aussi, tu vois. Et ouais, je sais pas pourquoi, aussi, à la fin du podcast, toi, quand vous avez parlé de rhinocéros, ça m'a fait rire, j'ai éclaté de rire. Quand on a parlé de quoi ? De rhinocéros. De rhinocéros. Dit, mettez des commentaires, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et mettez rhinocéros en commentaire. Moi, j'ai fait putain. On a osé faire ça, ouais. J'étais dans le train, je mets direct rhinocéros, tu vois. Ça m'a fait rire. Ah, ce truc de rhinocéros, ouais. En plus, on a mis une vignette. C'est le genre de vignette où t'as pas les skills encore de le faire et tout, mais c'est les premiers trucs, faut les faire toi-même. Ouais. Et on a fait une vignette, on s'est dit, cette vignette, dans quelques années, quand on va la voir, on va se dire, waouh. Avec un énorme rhinocéros. Ouais, parce que pour le contexte, du coup, le rhinocéros, c'est notre safe word. C'est un sujet qui nous met pas à l'aise ou qu'on n'a pas envie d'en parler, ben, on dit rhinocéros. Et ouais, c'est cool. C'est un projet qui me fait beaucoup de bien, qui vient aussi, je sais pas si solidifier c'est le mot, mais encore plus acter notre amitié avec Julia, où on a été là dans des périodes depuis plusieurs années maintenant. Je sais pas si je crois que ça fait 2 ans, 3 ans. On a vécu beaucoup de choses ensemble et ouais, ce podcast, c'est un moyen de kiffer ensemble. Et ben comme d'habitude, j'ai pris note, tu vois, et je pense avec un pote ou une pote. Faire un. Pas tout de suite, mais c'est dans un coin de ma tête. Ouais, c'est bien. C'est cool, tu vois. Et j'ai même un autre projet, tu vois, c'est de faire un podcast avec des gens de ma famille. Oh, bon, bien sûr, on ne peut pas le diffuser en fait. Mais parce qu'en fait, toutes les conversations que j'ai avec toi ou tous les autres invités, en fait, j'apprends de fou. Et tu vois, j'ai déjà perdu mon père au début des années 2000. Ma mère, tu vois, les années passent. Et c'est cool, tu vois, elle va être là encore longtemps et je souhaite et c'est cool, tu vois. Et c'est pour ça que je vais la voir chaque semaine, tu vois. Mais même si je la vois, tu vois, j'ai pas les mêmes conversations que j'ai avec des gens du podcast comme toi et tout, tu vois. Et je me dis, ça peut être cool, tu vois. Déjà, ça la ferait. Mais pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas. Je suis public et tout. Déjà, elle sait même pas ce que je fous. Mais tu vois, il y a elle que je vis aussi. Il y a aussi mon frère. Il a quel âge ton frère ? Mon frère, il a 50 plus que moi, donc on parle vraiment pas beaucoup, tu vois. On s'apprécie, on se respecte. D'ailleurs, tu vois,
on parlait pas beaucoup ces derniers mois, tu vois. Et le jour où je lui ai dit je sautais le pas d'entrepreneuriat, putain, il m'a envoyé plein de messages en fait pour m'encourager. Il m'a dit moi je t'aide et tout. J'ai fait, wow. Trop bien. Et je me dis, tu vois, si tu fais des podcasts, un peu le cadre podcast avec des gens, ta famille, tu vois, t'as laissé une trace. Ouais, c'est vrai que tu peux réécouter, transmettre aux enfants de la famille, tout ça. Mais même, je vais avoir des conversations qu'on peut pas avoir en fait. Enfin, moi, peut-être que c'est moi qui est pas bon ou que je suis trop public, on n'a pas ce genre de conversation. Mais je t'enverrai, il y avait un article que j'ai trouvé, je pense que j'ai dû le sauvegarder, c'est sûr, qui était, et je l'avais fait avec ma mère, 15 questions à poser à ses parents. Sérieux ? Ah ouais, faut que ça m'intéresse ça. Et en fait, c'est vrai, mais quand tu penses, nos parents, moi j'ai l'impression qu'ils avaient... Maintenant oui, parce que je suis adulte et que je comprends plus, tu vois, mais quand t'es petit ou même quand t'es ado, tes parents, c'est tes parents. C'est pas des gens qui ont une vie avant toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. C'est tes parents. Et à un moment, je me suis dit, mais ma mère, elle faisait quoi quand elle avait 20 ans ? Et mon père, il faisait quoi quand il était au collège ou au lycée ? Et il y avait plein de questions super intéressantes. Par exemple, si t'avais pas eu d'enfant, quelle autre vie t'aurais eu ? Si tu faisais pas ce métier-là, qu'est-ce que t'aurais choisi ? C'était quoi ton rêve d'enfant ? C'était quoi Et c'était plein de questions comme ça où tu dis, waouh, tu découvres cette personne. Et je trouvais ça, les questions, elles étaient touchantes parce que tu te rends compte que tes parents aussi, ils expérimentent tout pour la première fois. Sauf que quand t'es petit, tu les vois un petit peu comme des dieux qui savent tout. C'est ça. Et non, c'est ça, un peu comme quand tu captes... je crois que c'était au collège que j'ai capté de... Ah, mais ça se trouve, mes parents, des fois, ils sont tristes. Et tu sais, ça m'avait trop mal au cœur de me dire, c'est pas... pour eux, c'est pas acquis non plus, mais tu captes pas ça quand t'es petit. Donc, le podcast avec ta famille, très, très bonne idée. Même des amis, tu vois. Mais pour rigoler, en fait. Pourquoi je te parle ça ? Parce que quand je t'ai vu avec Julia, je me suis dit, en fait, tu vois, ça peut être intéressant, tu vois. Et pas besoin de diffuser ou être, voilà. Et juste se mettre en condition, tu vois, ça peut être cool. Ouais. Voilà, mourir. Bon, ça fait des bons souvenirs. Ça fait des bons souvenirs. Écoute, on approche de la fin. Je sais pas si il y avait une question que je voulais te poser, que tu voulais que je te pose et que je l'ai pas posée, ou un truc que tu voulais rajouter. Bah écoute, je pense qu'on a parlé d'énormément de sujets. On a eu le temps de parler de voyage, d'entourage, de nos parcours, de la famille, du contenu. Non, je pense que... On fera un autre épisode, Manon. C'est ok, tu vois, il n'y a pas de souci. On fera un épisode quand tu auras lancé ton podcast avec tes potes. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et très contente en tout cas d'être passée dans ton podcast. Merci pour l'invitation. Très intéressant, des questions très cool, une ambiance cosy, donc très bon moment. Ouais. Bah, super, je te remercie. Si on veut discuter avec toi, bosser avec toi... Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Okay. Ton podcast, l'ascenseur émotionnel. Mon podcast, l'ascenseur émotionnel, ma newsletter aussi, où tous les dimanches, j'essaye d'envoyer un numéro. Et Instagram aussi, où je fais un petit peu de vidéos maintenant. Ouais. Et ton deuxième podcast, avec Julia, comment il s'appelle déjà ? Meuf, t'as 5 minutes. Voilà. 5 étoiles, commentaires innocence. Ouais, c'est vraiment parti de ce truc de... Tu sais, ce truc de meuf, t'as 5 minutes, faut vraiment que je te dise un truc urgent. Et voilà. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez à Christophe, pareil, 5 étoiles, ou t'as un emoji à mettre dans les commentaires ? Le sac à dos de voyage. Un sac à dos de voyage. Bah, let's go pour le sac à dos de voyage alors. Super Manon, merci pour tout. Comme je t'ai dit, tu m'as vachement inspiré à création de contenu, créer sa tribu et tout. C'est un peu grâce à toi, donc je t'invite en tout cas justement pour te remercier et te le dire de vive voix. Et moi j'aime bien voir les gens gagner, donc j'espère que tu vas continuer à gagner avec Julia et toute ta tribu. Et à la prochaine. Ouais, bah merci de m'avoir partagé tout ça. Ciao.